Bonjour Constance. Salut David. J'imagine que tu connais la question que je pose toujours à mes invités pour démarrer ces podcasts, qui est de savoir quelle est ta routine matinale pour te sentir plein d'énergie pour la journée. Alors, je vais te donner ma routine matinale actuelle, parce que forcément, en étant maman maintenant depuis 4 ans, j'ai eu plusieurs routines du matin. Donc ma routine actuelle, c'est que je me lève à peu près vers 7 heures. Si j'ai le temps, je fais un peu de rangeabilité. C'est ma marque de fabrique à moi. La rangeabilité, c'est je fais du rangement dans la maison en faisant de la mobilité. C'est-à-dire que je vais essayer de ranger. Si je dois descendre, je fais des squats. Euh, Enfin voilà, je fais de la mobilité en faisant du rangement. Comme ça, j'allie l'agréable à l'utile. Et après, je m'occupe des filles, que ce soit de Léonore et de Lucie. Je les emmène à l'école et je reviens vers 8h45. Et voilà, ma routine du matin s'achève là. Je démarre à travailler. J'aimerais faire plus de sport le matin. Mais voilà, donc depuis septembre, on va dire, j'ai un nouveau rythme à prendre. Donc ma routine du matin va se peaufiner. Et ce concept de rangeabilité, je trouve vraiment super parce que je parle souvent de cette idée d'essayer d'intégrer le mouvement dans notre quotidien. Tu vois, plutôt que de se dire, ouais, j'aime bien dire que le sport est facultatif, mais que le mouvement est vital. Et il y a plein de gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de faire du sport, de bouger, etc. Et en fait, ça peut vraiment s'intégrer dans les tâches. Moi, je propose souvent de faire des arrêts, notamment lorsqu'on travaille dans des phases de deep work, etc. Donc voilà, donc de faire des pauses régulières dans leur journée et donc potentiellement, tu vois, même juste l'histoire de 30 secondes, faire un petit peu de mouvement, descendre des escaliers et les remonter, tout ça mis bout à bout, ben, en réalité, ça permet d'avoir une journée qui est en mouvement. Et Ah, clairement, oui, j'en parle le matin, mais au final, c'est toute la journée. Quand je travaille, dès que je dois faire une pause, bah, tout de suite, allez hop, je fais 10 squats, puis après, j'en profite pour aller vite faire ranger la cuisine, je repars travailler. À la pause d'après, je refais des squats, et puis je pars ranger le salon. Enfin, toute la journée, en fait, je fais du rangement tout le long. Au lieu de le faire en un seul et gros bloc, au final, j'en fais tout le temps, toute la journée, tous les jours. Ce qui fait qu'on a une maison, je pense, assez propre et rangée, et qui me permet, en fait, d'être en mouvement et de pas être sédentaire dans ma journée. sans avoir besoin d'y consacrer 4 heures le week-end. Et en plus de quoi, ce que tu partages là, c'est marrant parce qu'en neurosciences, tu sais, on dit que le multitasking, c'est vraiment quelque chose qui détruit ta productivité. Et donc, il vaut mieux être concentré en mode deep work, vraiment rentrer dans ta bulle et puis être vraiment pleinement focus sur la tâche que tu es en train de faire. Mais par contre, entre ces tâches de deep work, le fait de faire du multitasking, donc potentiellement, toi, quand tu vas ranger, que tu bouges, que tu fais plusieurs choses comme ça pendant tes pauses, eh bien, c'est considéré comme de la caféine comportementale. C'est-à-dire que ça stimule la production de dopamine dans le cerveau, et donc ça augmente la capacité à être motivé et à être concentré lorsqu'après tu te refocuses sur une tâche spécifique. Ouais, intéressant. T'as poser des questions aux auditeurs pour savoir un petit peu ce qu'ils aimeraient connaître de notre vie, de notre relation. Je pense qu'on peut commencer par essayer de comprendre ce que tous ces changements, toutes ces nouvelles habitudes dans ta vie ont changé. Comment est-ce que ça s'est implémenté? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment a évolué ta façon de voir le monde, de voir la vie, d'exprimer ton potentiel? Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Vaste question. Je pense que au final, j'ai pas eu à implémenter, on va dire, de nouvelles habitudes ou de nouvelles façons de voir parce que j'ai pas, dans le sens où je veux dire ce que on a fait cette évolution ensemble. On va dire de bien-être et de développement entre guillemets personnel. Euh, Ça fait maintenant 10 ans qu'on est ensemble. Et ça fait déjà, même avant le podcast, Limitless, j'avais moi aussi tendance à me tourner à me questionner et à chercher à être la meilleure version de moi-même, en fait. Et donc, euh, les habitudes qu'on a aujourd'hui, elles se sont pas. Je me suis pas dit, tiens, vas-y, je vais faire telle habitude, je vais faire telle habitude. Notre mode de vie actuel, il est vraiment venu d'une façon très fluide. Et autant toi que moi, on s'est apporté l'un à l'autre. Je sais pas ce que t'en penses. Bah ouais, ouais. Et c'est vrai que quand tu vois la somme des trucs qu'on fait, tu peux te dire waouh, quelle montagne pour avoir le mode de vie qu'on a aujourd'hui. Et ça semble hyper difficile. Oui. Mais en réalité, ça s'est pas du tout fait comme ça. Ça s'est vraiment fait et créé au fil de l'eau, petit à petit. Et donc c'est à chaque fois un petit pas, un petit truc qu'on change, un petit
trucs qu'on modifie et puis on s'aperçoit que ceci nous apporte des bienfaits et donc on les garde, et puis d'autres qui au final nous plaisent pas trop ou demandent trop de contraintes, trop d'efforts par rapport à leurs bénéfices et puis qu'on laisse de côté. Et petit à petit, on crée comme ça notre espèce d'alchimie, notre routine, notre recette qui nous correspond bien, quoi. Ah, mais c'est ça. J'ai une copine qui me demandait parfois, elle aimerait changer plein de choses dans sa vie. Et en fait, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, mais en fait, nous, on n'a pas eu un changement drastique. Il n'y a pas eu ce blanc ou noir. En fait, ça s'est fait petit à petit sur certains domaines. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Mais que ce soit par exemple pour l'alimentation, parce qu'effectivement, il y a 10 ans, l'alimentation qu'on avait n'était pas du tout celle actuelle. C'était, David me sortait plutôt des gratins dauphinois congelés avec de la viande, un peu de légumes. Enfin, alors qu'aujourd'hui, bon, vous le savez à travers tous ces podcasts comment on mange, mais et donc je veux dire que ce soit dans tous les domaines. David, c'était pareil, on faisait pas trop de sport. Moi, il faut dire aussi, il y a 10 ans, j'avais 10 kilos de plus, je faisais du cheval, mais voilà, c'est-à-dire que je mangeais McDo 2 fois par semaine, soda et compagnie, et puis en fait, moi non plus du tout. Il n'y a pas eu du jour au lendemain, allez, j'arrête tout. Ça s'est fait en fait de façon très progressive, que ce soit pour l'alimentation, le sport, le mindset, le niveau professionnel même. Enfin, tous les domaines, on va dire, d'une vie s'est fait de façon très progressive et de façon très fluide, ce qui fait que il n'y a pas eu, on m'a rien imposé. Il n'y a pas eu de, ah, c'est dur. Ouais, c'est peut-être pas très clair ce que je dis, mais Et par rapport au sport, parce que tu dis ouais, on faisait pas trop de sport, etc. Moi, mon référentiel de l'époque, si j'allais nager un quart d'heure dans la mer, j'avais l'impression d'avoir fait déjà une séance de sport. Et d'ailleurs, c'est toi qui, la première, m'a motivé à faire un 10 km, alors que moi, j'avais horreur de l'endurance. J'en avais un souvenir traumatique de mes périodes au collège ou au lycée où j'étais extrêmement mauvais, toujours le dernier. Donc j'avais honte de moi, donc je séchais tous les cours. Et puis, je sais plus comment tu m'as motivé à participer à ce premier 10 km. Alors, je suis arrivé au bout, mais peut-être en 1h05 ou 1h10, crevé non, à la fin. t'exagères. Ouais, franchement, on a mis du temps. C'était pareil, au lycée, je courais pas du tout. D'ailleurs, j'avais séché l'évaluation de course à pied pour faire de la marche rapide. Par chance, on avait un élève qui ne pouvait pas courir. Et donc, non, ils avaient le vrai barème, un vrai barème officiel du gouvernement pour évaluer la marche rapide. Et du coup, comme j'avais séché tout le temps les cours c'était du 3 fois 500. Je faisais les 500 premiers à fond, et puis après, j'arrivais plus à repartir. Donc, c'était un enfer. Et donc, je n'aimais pas du tout courir non plus au début. C'est quand on était à Palavas que je me suis mis à courir, mais je me rappelle au début, même courir 1 kilomètre, j'étais au bout de ma vie, hein, j'y arrivais pas du tout. Je faisais petit à petit, et puis on s'est motivé parce que quand je suis partie à Paris, j'ai vécu 2 ans à Paris en 2019-2020, je faisais plus de cheval du coup. Et du coup, pardon, je fais que dire du coup. Je m'excuse d'avance d'ailleurs pour le du coup, c'est un gros défaut de langage que j'ai, donc veuillez m'excuser. Je disais donc à Paris, ne faisant plus de cheval, je me suis motivée à courir et j'ai trouvé ça plus facile de courir à Paris que dans la campagne, bizarrement, parce que la campagne, quand on a un champ très vide, ça peut paraître long de courir, alors qu'à Paris, eh ben, de défiler dans les rues, de voir différents monuments, la balade était plus fluide et c'est là que d'un coup j'ai fait 10 km. Ouais, moi, c'est pour ça que j'adore le trail et qu'à l'inverse, la course à pied sur bitume est beaucoup, beaucoup plus difficile pour moi d'un point de vue mental. Parce que le trail, en fait, t'es toujours en train de changer d'allure, de paysage. C'est extrêmement varié. Et donc, il y a cette espèce de, de, c'est très ludique, tu vois. Tandis que tenir, tu vois, là, quand je cours le long du lac, par exemple, et puis que je dois tenir des allures en restant en ligne droite comme ça, je trouve ça hyper, hyper difficile, quoi. Moi, je m'épanouis beaucoup plus dans la variété, dans la variabilité. Donc ça, c'était pour le côté sport, comme quoi tout est possible, hein. Clairement. Clairement. Et donc, depuis ce référentiel, tu vois, de mes 10 km, premiers 10 km que j'ai fait avec toi, aujourd'hui, enfin, ça me paraît être une petite marche tranquille matinale de faire 10 km. Ah oui, mais c'est ce que tu fais quand t'as pas le temps de faire du sport. Et voilà, tu vois, limite. Donc c'est ça qui est quand même fou, tu vois. Plus t'en fais, plus t'es capable d'en faire, et les capacités d'adaptation du corps humain sont juste incroyables. Et tu vois, tu parlais de l'alimentation. Parfois, on peut entendre que le fait de bien manger, c'est comment dire, triste, tu vois, que nos assiettes sont tristes, que c'est chiant de devoir faire tout le temps attention, etc. Est-ce que tu as l'impression de te priver au quotidien? Est-ce que tu as l'impression que tes assiettes sont tristes? Est-ce que tu as l'impression de devoir faire tout le temps attention? Alors, j'adore ce que je mange.
Et je pense que vous le savez, mais c'est David qui fait les courses et qui cuisine. Je déteste ça, donc c'est parfait pour moi. Et non, franchement, c'est un régal. Tous les matins, je me lève en me disant qu'est-ce que David va me préparer. Ah tiens, j'espère qu'il va me faire sa petite salade d'endives. Et en plus, c'est une charge mentale pour moi en moins. J'ai pas à me dire qu'est-ce que je dois manger. Parce que si clairement c'est les semaines où t'es pas là et quand c'est je dois le faire, c'est un enfer. C'est un stress pour moi. Je dois me dire je dois aller au cours, je dois acheter ça, il faut cuisiner parce qu'il faut bien manger. Et rapidement, mon cerveau il se dit flemme. Et donc je vais me faire des pâtes pesto parce que c'est mon péché mignon. Bon, après, je vais me faire des salades. Moi, je pourrais clairement, je fais partie de la team où je pourrais clairement manger la même chose tous les jours. Un peu comme Rudy, je crois. Rudy avec son riz. Moi, tu me mets une salade. Tu me mets une salade César. Tu me mets des pâtes pesto et c'est tout. Voilà. On s'arrête là. Donc, non, clairement, j'ai vraiment de la chance. J'ai clairement de la chance. Et puis, il faut dire qu'avant que je te rencontre, je ne mangeais pas grand-chose. Les légumes, ça s'arrêtait aux haricots verts en boîte. Les tomates, j'ai aimé ça, je crois, à partir de 17 ans. Tu dis pas grand-chose. On parle pas de quantité, on parle de variété. Ouais, de variété. Beaucoup de burgers. Non, pas tant que ça, mais de mon éducation, effectivement, on n'avait pas des assiettes où il y avait, on va dire, protéines, légumes, féculents. C'était 75% du temps protéines, féculents et de temps en temps protéines, légumes. Mais on n'avait jamais, toi par exemple, pommes de terre avec des haricots verts. Donc clairement, j'avais pas une grosse culture de légumes et de fruits. Et ce qui fait que j'avais pas une alimentation très équilibrée. Et donc, non, franchement, c'est un délice de manger des plats qui sont super variés. Donc maintenant, je mange de tout, même du poisson. J'aimais pas le poisson. Je mange quasiment tous les légumes. Hier, j'ai mangé de la langue de bœuf avec des brocolis, chose que je n'aimais pas du tout. Donc, comme quoi, tout change, tous les goûts changent. Et voilà. Et d'ailleurs, tu disais que tu avais perdu 10 kilos, et en réalité, tu les as perdus. Enfin, certes, tu as augmenté un petit peu ton activité physique, mais c'est surtout par l'alimentation et sans même faire de restrictions caloriques. Au final, tu as juste rééquilibré en fait ton alimentation. Oui, d'ailleurs, c'est ce que je dis à tout le monde ou à des personnes qui souhaitent maigrir. J'ai jamais fait un régime en fait. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire et la conséquence, c'était la perte de poids. C'était pas l'objectif, la perte de poids. Mon objectif, c'était de bien manger, de bien me nourrir pour être en bonne santé. Et en fait, logiquement, la perte de poids s'est fait. Et j'ai perdu donc les 12 kilos en un an. Ce qui s'est fait de manière très progressive et mon corps a eu le temps de s'adapter à cette perte de poids parce que souvent, il y a l'effet rebond. Si on perd trop d'un coup, pouf, on repart. Et puis j'ai eu le temps d'ancrer des bonnes habitudes alimentaires en fait. Avant, je pouvais manger 2 yaourts par dessert, par repas. Donc parfois, ça montait jusqu'à 4 yaourts par jour. Plus du fromage. Enfin, encore que le fromage, j'en ai jamais mangé à part... j'ai débuté le fromage à 25 ans. Mais je mangeais du tartare ail fine herbes. Non, franchement, c'était n'importe quoi. Et j'ai commencé par des petites règles à me dire, si tu manges un yaourt, il n'y a pas de fromage. J'ai quand même un peu réduit les féculents. Je réduisais les quantités parce que ça, c'est pareil. Hein. Moi, je peux me manger 200 grammes de riz ou de pâtes. Mais David pourra le confirmer, je suis quand même un ventre sur pattes. Je me demande des fois s'il y a un fond dans mon estomac parce que je pourrais manger jusqu'à éclater. Oui, c'est vrai. Alors que moi, parfois, je crame 3000 ou 4000 calories, enfin, même souvent sur la journée. Et à la fin d'un repas, parfois, j'ai juste plus faim, quoi. Et puis, elle mange la même quantité que moi et elle pourra encore manger. Je dis, mais comment tu fais, quoi? Mais non, en vrai, c'est que depuis pas longtemps. C'est avec les allaitements. Avec les allaitements, je mangeais comme 10, quand même. Et donc, tu disais que tu avais de la chance parce que je préparais à manger, je faisais les courses et que tu détestais ça. Et moi, dans l'autre sens, j'ai beaucoup de chance parce que tu t'occupes de garder la maison propre et rangée, de faire la vaisselle et les lessives et que je déteste ça. Et toi, par contre, ça te procure potentiellement du plaisir parce que pour toi, c'est un moment méditatif, un peu de pleine conscience. Alors que moi, j'adore cuisiner, j'adore faire les courses et c'est un moment de plaisir pour moi aussi. Et je trouve que c'est intéressant, tu vois, dans un couple, d'essayer plutôt que de chercher l'équilibre parfait où on doit faire la même quantité de tâches ménagères puis les répartir en deux, etc., voir un petit peu ce que l'un et l'autre aiment et puis potentiellement trouver un équilibre comme ça parce qu'au final moi j'ai pas l'impression d'avoir une contrainte ou un effort à préparer les repas parce que c'est un bonheur et toi t'as pas spécialement l'impression d'avoir une contrainte à garder la maison propre et rangée. Non, clairement.
Clairement, et puis comme les auditeurs le savent, on est plutôt un écosystème, et ce qui fait qu'on a chacun pris les tâches qu'on aimait. Et pour tout ce qui est, on va dire, ménage, au final, comme je le fais tout le long de la journée, je le vois pas passer. Et on n'a pas de lave-vaisselle. Et donc, quand on a emménagé ici il y a 1 an et demi, je me suis dit, waouh, pas de lave-vaisselle, une famille à 4, ça va être compliqué. Et en fait, j'adore maintenant faire la vaisselle parce que j'ai mon petit rituel. David, il s'occupe, en tout cas le soir, des filles pour faire la lecture. Et moi, je pars en cuisine, je me mets une petite vidéo YouTube. En plus, je cale mon téléphone sur le meuble au-dessus du lavabo. Et là, j'ai mon petit moment à moi où je fais la vaisselle et comme tu dis, c'est un peu un état méditatif. Alors des fois, je regarde des vidéos, des fois, je fais sans vidéo et juste je réfléchis. Et le fait de faire une tâche comme ça, de laver, c'est chouette. Et puis même à la fin, je suis super contente. Il y a ce petit sentiment de fierté, même si c'est que de la vaisselle, d'avoir tout qui est propre, en train de sécher. Et puis ouais, on a vraiment trouvé, je pense, un bon équilibre dans les tâches du quotidien en fait. Enfin, autre que ménager, je veux dire, dans les tâches au quotidien, on a quand même, je trouve, une bonne équité entre nous. Et puis, tu parlais d'organisme, d'écosystème. C'est vrai que moi, les notions de zone de génie, le fait de faire son X, de savoir exactement à la fois ce qui nous passionne et ce dans quoi on est bon, donc cette espèce de petite zone qui réunit notre monopole personnel, essayer de passer un maximum de temps là-dedans, et puis à l'inverse, les choses dans lesquelles on n'est pas bon, qu'on n'aime pas faire, les déléguer, les choses dans lesquelles on n'est pas bon mais qu'on aime faire, potentiellement essayer de se former pour progresser. Donc voilà, donc c'est cette lecture un petit peu de la façon dont on peut organiser notre vie pour exprimer notre plein potentiel, c'est quelque chose qui revêt énormément de sens pour moi. Et d'ailleurs, on me demandait, ça arrive souvent, tu vois, qu'il y ait des auditeurs ou même des gens, etc., qui me demandent comment je fais pour faire autant de choses dans ma vie. Mais en réalité, ce qu'ils savent pas, c'est que je suis pas tout seul, on est deux. Et donc, ça fait un moment qu'on est associés dans la vie, en fait, dans la vie, dans les tâches, dans notre parentalité, dans notre travail, et qu'on essaie chacun de travailler et d'apporter, de faire rayonner notre famille, justement, en travaillant chacun dans nos zones de génie. Et ce qui est vachement marrant, c'est que notre X est complètement différent. Et limite opposé, tu vois. Il y a plein de choses que je déteste faire que toi, t'adores faire, inversement. Et je trouve ça trop cool parce que ça nous permet d'être extrêmement complémentaires. Et c'est vrai que par le passé, tu vois, moi, j'avais une vision du couple assez... je sais pas, assez archaïque. J'avais envie que tu avais fait 5 ans de droit, tu avais fait un MBA en intelligence économique. Moi, j'avais envie que tu sois carriériste, que tu aies un boulot avec un statut social, que je puisse te montrer et puis pavaner un petit peu en me disant ouais, ma femme, elle a bien réussi, elle gagne beaucoup d'argent, que tu sois un facteur de reconnaissance sociale, tu vois, pour moi. Et puis, je cherchais à calculer les choses. Combien est-ce que moi je rapporte, combien est-ce que toi tu rapportes. Je voulais pas spécialement qu'on soit à équilibre, tu vois, mais j'avais quand même cette notion de voilà, il faut que les choses elles soient équilibrées, il faut compter, etc. Et maintenant, c'est complètement différent. Je nous vois vraiment, comme je le disais, comme un organisme vivant où chacun essaie de contribuer pour faire rayonner notre famille. Et puis, je le vois comme associé dans la vie, associé professionnellement, associé en tant que parent. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai envie de me marier avec toi, alors que le mariage est quelque chose qui, pour moi, avait aucun sens, parce que c'est une façon de concrétiser. Tu vois, je suis entrepreneur, j'ai toujours eu potentiellement des associés, des investisseurs, donc qui ont des parts dans mes entreprises. Le fait de me marier avec toi, pour moi, c'est de te dire, je veux que tu aies des parts dans ma vie, tu vois, et puis qu'on soit 50-50 dans la vie et qu'on partage tout. Et d'ailleurs, sur la communauté des biens, tu vois, cette logique de partager aussi notre patrimoine, parce que quelque part, tout ce qu'on construit, on le construit ensemble. Et pour moi, philosophiquement, c'est quelque chose qui a énormément de sens. Je fais une petite pause dans ce podcast pour te parler du magnésium, un minéral essentiel dont nous sommes massivement carencés. Central dans le fonctionnement du système nerveux et musculaire, c'est un véritable catalyseur de plus de 300 réactions biochimiques dans le corps. Pourtant, plus de 75% des Français ont des apports inférieurs aux 2/3 des apports recommandés. Et avec le stress, l'alimentation transformée et l'appauvrissement des sols, c'est devenu un vrai problème. C'est pour cela qu'une bonne supplémentation fait toute la différence. Le magnésium de qualité, comme celui d'Unae, avec du taurate et du malate combiné à de la vitamine B6, soutient ta santé cardiaque, améliore ton sommeil et booste ton énergie. Et si tu fais du sport, c'est un atout précieux pour améliorer ta récupération et tes performances. Comme toujours,
Unai offre 10% de réduction aux auditeurs du podcast avec le code LIMITLESS. Non, ouais, c'est très juste ce que tu dis. Je reviens juste sur le X. J'ai une idée comme ça, pendant qu'on en discutait. Parce qu'en fait, j'ai fait mon X, on va dire, professionnel il y a quelques temps, notamment pour Féroce. Mais pour les couples qui ont parfois du mal à trouver un équilibre dans la répartition des tâches au quotidien, on préfère un X personnel, tu sais, avec les tâches du quotidien, donc ménagères et pas que. Et comme ça, entre eux, ils pourraient voir vraiment ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, pour répartir mieux leurs tâches. Parce que je vois souvent parfois sur les réseaux sociaux la question de c'est pas équilibré dans mon couple, ou je sais pas comment l'aborder avec mon conjoint, on n'arrive pas à se mettre, on va dire, d'accord, et ça peut créer des frictions entre nous. Et effectivement, de faire un X personnel de tâches quotidiennes, je pense que ça pourrait résoudre pas mal de problèmes pour des couples. Et même pour des parents, parce qu'en fait, si je regarde, il y a plein de tâches que tu adores faire avec les filles, type art plastique, tu vois, un peu comment dire, manuel comme ça, avec des découpages, des dessins, des trucs. Et moi, bon, je le fais de temps en temps, mais honnêtement, c'est pas un truc qui me fait énormément kiffer. Par contre, moi, j'adore aller promener en forêt avec les filles, les emmener marcher, etc. Enfin, je suis beaucoup plus tourné vers l'extérieur, tu vois. Ouais, ouais, et puis des fois Ou la lecture. Et puis il y a souvent aussi, je pense, mais dans tous les domaines de la vie, un gros manque de communication. Et donc ça peut paraître, dans sa tête, on peut se dire, bah c'est logique que j'aime faire ça et que je devrais faire ça, alors qu'en fait, ou que l'autre devrait faire ça. Et donc en fait, non, je pense qu'en faisant un X, ou en disant clairement, bah moi, je n'aime pas faire les tâches d'art plastique avec mes enfants, je préfère faire des balades, bah, de le dire vraiment à son conjoint, je pense que ça permettrait de mieux répartir ces tâches. En fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme, je sais pas, dans l'amitié ou dans les relations, etc. On a tendance parfois à supposer ce qu'on devrait faire, ou ce qu'on devrait être, ou ce que l'autre attend de nous, plutôt que de réellement le lui demander. Et donc on s'impose des contraintes pour se conformer à une espèce de rôle, alors même que si ça se trouve, ben, l'autre, il en a rien à faire, quoi. Oui, et puis des fois, on n'ose pas demander en se disant, bah, ça va être vu comme une attaque de demander, bah, toi, qu'est-ce que tu aimes faire ou qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, où on pourrait se sentir incompris, alors que je pense que clairement, de poser la question, c'est le meilleur moyen de savoir, et puis d'être bien au quotidien. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la reconnaissance sociale des statuts par rapport au boulot. Donc effectivement, j'ai fait 5 ans de droit et puis une dernière année en MBA stratégie et intelligence économique. Grosso modo, c'est du renseignement économique. C'est une espionne. On va dire, il y a le côté renseignement étatique et puis renseignement économique. J'ai travaillé d'ailleurs quelques mois au Sénat, d'ailleurs, et dans une agence parisienne où je faisais de la e-réputation. Mais j'ai jamais été carriériste, on va dire, de base. Moi, depuis toute petite, j'ai jamais vu... J'avais peut-être pas forcément les modèles dans ma famille, parce que ma mère n'a pas travaillé et mes grands-mères n'ont pas travaillé non plus. Et au-dessus, je sais pas, mais je pense pas. Donc j'avais pas cette vision de je devrais travailler. Enfin, je voyais mon père énormément travailler, mais c'était complètement abstrait pour moi. Il était dans son bureau, il travaillait, mais qu'est-ce qu'il faisait? Je sais pas. Et quand on arrive, j'ai pas été très bonne élève non plus à l'école. J'ai eu des avertissements de travail, notamment au lycée. Mais arrivé en terminale, il fallait choisir une filière. Et dans ma tête, c'était bon, bah, je vais partir en droit, parce que dans ma famille, mon père est dans le droit, ma sœur faisait droit, et puis on m'a toujours dit, fais un métier qui gagne de l'argent. C'était vraiment ce qu'il fallait, c'était un métier pour gagner de l'argent, pour pouvoir faire ce que tu veux. Mais jamais on m'a inculqué cette valeur de fais un travail que tu aimes, ou avec qui tu serais aligné, tu vois. Donc dans ma tête, c'était bon, bah, je vais partir en droit, malgré le côté un peu marketing, communication qui me trottait un peu en tête. Mais je l'ai un peu refoulé, cette envie, parce que à 18 ans, on n'est quand même pas très confiant de soi. Et je suis partie en droit, où j'ai franchement eu mes 5 années sans rattrapage, en travaillant. Mais j'ai fait 5 ans de droit sans vouloir faire un métier du droit. C'est-à-dire qu'arrivé au bout de 5 ans de droit, j'étais en mode, bon, bah, qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie d'être avocate, j'ai pas envie d'être juriste. J'avais fait 5 ans de droit juste pour le plaisir, limite. Donc, après, je m'étais dit, bon, bah, j'aime bien ce côté un peu renseignement. À un moment donné, j'avais voulu faire même détective privé. J'avais postulé pour une licence. Bon, au final, ça s'était pas fait, mais
je suis partie en renseignement économique, mais c'était pareil. Au final, j'avais beaucoup de cours de géopolitique, d'économie, mais ça m'intéressait pas plus que ça. D'où le fait que je sois partie après en e-réputation, où je travaillais dans une agence de communication, où là, j'ai faisais de l'analyse web, et donc c'était déjà beaucoup plus intéressant. Et finalement, comment j'ai bifurqué à travailler avec toi, c'est que c'était en 2020 et j'en pouvais plus de Paris, ce rythme métro, boulot, dodo. Et donc, j'ai démissionné de mon. C'était un CDD. Non, j'ai pas démissionné, c'était un CDD et j'ai refusé un CDI pour rentrer auprès de toi. Et c'était la période Covid. Et puis, l'histoire a fait que Lucie est arrivée et, et puis tu as lancé ton podcast en 2020. Et puis naturellement, je t'ai dit, ah bah tiens, il faudrait que tu communiques là-dessus, je vais t'aider, je vais te faire de la communication. Et voilà. Et alors, tu disais que t'étais pas, t'avais commencé toute cette explication par le fait de dire que t'étais pas carriériste, et qu'en réalité, les modèles que tu avais eus déjà dans ta famille étaient des gens qui n'avaient pas spécialement travaillé. Et puis, ce qui t'intéressait peut-être plus, c'était d'être une bonne mère pour tes enfants. C'est quoi ta vision aujourd'hui du travail, de l'ambition, de... Ouais. Ouais. Ouais, effectivement, je me suis un peu perdue dans mon explication. Tout ça pour dire que je n'ai jamais été carriériste. Dans ma tête, c'était je veux toujours. Moi, j'étais plutôt famille. C'était de fonder une famille, d'avoir une harmonie entre tous les membres de la famille et d'essayer de maintenir, on va dire, ce cocon de bonheur pour tous les membres de la famille. Donc, je pense que il faut quand même un épanouissement professionnel. Ce que j'ai trouvé maintenant grâce à toi, d'assumer, d'être aligné en fait avec ce qu'on a envie de faire et de se détacher de ce que la société peut nous imposer. Parce qu'effectivement, la société, j'ai l'impression qu'elle distingue les métiers cool, les métiers où on a une reconnaissance auprès des autres, et puis les métiers moins cool. Mais selon qui, en fait? Selon qui? Parce qu'effectivement, il y a peut-être des métiers moins cool selon la société, mais pour qui les personnes, quand elles le font, elles se sentent bien, elles sont alignées, il y a cette valeur, il y a cette notion de sens. Et aujourd'hui, on va dire que je fais plutôt un peu de communication, de service client, on va dire même de tâches un peu d'assistante. Mais au final, je trouve un sens dans tout ce que je fais, dans toutes les tâches que je fais au quotidien. Excuse-moi, je te coupe, mais enfin, moi, je te vois beaucoup plus comme un bras droit et une directrice générale Oui. que comme une assistante. La diversité de tes tâches, elle est dingue. En fait, c'est parce que tu n'as pas beaucoup de référentiels du monde professionnel, mais tu te rends pas compte que, enfin, moi, pour avoir eu pas mal de salariés différents, le fait d'être capable de travailler sur des sujets aussi divers que le marketing, la communication, mais aussi la gestion potentiellement des opérations, du service client, des relations avec les autres, tu vois là avec Féroce, etc. La création des formations pour Beyonder. Enfin bref, il y a eu tellement de projets différents et à chaque fois, moi je te dis bon bah voilà, il y a ça à faire et puis en fait je t'explique pas vraiment comment le faire et puis c'est toi qui te débrouilles, qui arrive à le faire par ta propre intelligence. C'est la définition de l'entrepreneuriat en fait. Bah oui, non, moi, je suis plutôt couteau suisse, mais je voulais pas dire que je faisais que des tâches d'assistante, mais je veux dire quand bien même je ferais des tâches d'assistante, tu vois, ça devrait pas être mal vu. Et on peut trouver et s'épanouir dans des tâches aussi basiques que complexes. Le tout, je pense que c'est de trouver des choses, enfin, de trouver la chose avec laquelle on est le plus aligné pour être épanoui. Et donc, quand bien même je suis pas carriériste, toi par exemple, maintenant, Léonore, depuis septembre, elle est gardée par une nounou, Lucie, elle est à l'école. Bah, j'ai plein de personnes qui m'ont dit, mais pourquoi en gros tu travailles, pourquoi tu t'occupes pas de tes filles? Bah, je pense qu'on peut faire les deux. On peut trouver un épanouissement tant professionnel sans être carriériste et trouver un épanouissement familial où bah, à partir de 16h, moi je coupe tout, je récupère les filles et puis jusqu'au soir, je suis pleinement avec elles et disposée d'être avec elles. Mais je pense que si j'étais qu'avec les filles, je serais pas aussi épanouie que je le suis aujourd'hui. Puis je pense que le problème d'être parent au foyer, c'est que ça crée une forme de... Comment dire?
En fait, si tu veux, tu te définis socialement par ton rôle de mère. Et puis, or, le fait d'être mère, ben, c'est un CDD. Au bout d'un moment, tes enfants, ils sont grands et puis ils ont besoin de vivre par eux-mêmes. Et donc, potentiellement, ben, si toi, ta représentation de ton identité et de ce que tu incarnes d'un point de vue social, c'est d'être maman, qu'est-ce que tu deviens quand tes enfants sont un peu plus grands? Et donc, naturellement, j'ai l'impression que ça te pousse à être un peu hyper contrôlante et à attendre de tes enfants bah, qui restent justement, qui continuent à te permettre d'effectuer ce rôle, alors que ton enfant, au bout d'un moment, il a envie de vivre et de voler par ses propres ailes, quoi. Bah, ça dépend, je pense, de la mentalité de la maman. Effectivement, si la maman se projette à travers ses enfants et vit en fait à travers ses enfants, effectivement, quand ils vont devenir adolescents, ça va poser un gros problème. Notamment ce que j'ai connu un peu avec ma mère. Mais je pense que si tu es mère au foyer et que tu sais que dans 10 ans, bah, tu auras plus ce rôle-là, je pense que c'est différent, tu vois. Ouais, je pense que c'est quand même important d'avoir, euh, en fait, de dédier ton temps à plusieurs choses, tu vois. Mais d'ailleurs, c'est la même chose avec le travail, tu vois. Je pense que les entrepreneurs qui, comme je l'ai été à certains moments, qui dédient toute leur énergie à leur boîte et pour qui plus rien d'autre n'existe, ben, quand ta boîte, elle commence à aller mal ou à avoir des problèmes, parce que ça arrive forcément, c'est des montagnes russes, l'entrepreneuriat, c'est jamais une ligne droite, eh bien, t'es intriqué directement dans ces difficultés et donc tu peux pas être le capitaine fort et fier qui est capable d'avoir une vision à long terme, de rester, de garder une clarté d'esprit suffisante et puis la capacité de rassurer tes collaborateurs, etc. Parce que toi-même, t'es en perdition. Tandis que si tu as plusieurs choses sur lesquelles repose ton bonheur et ton épanouissement, comme par exemple en parallèle du travail, eh ben, des passions, une famille, du sport, etc. Eh ben, quand ta boîte elle va pas bien, tu as toujours trois autres pattes sur lesquelles te reposer, ce qui te permet justement de garder cette espèce de résilience qui te permet d'être vraiment bon dans ces périodes difficiles et critiques. Et je pense que c'est la même chose avec en tant que mère, tu vois, si t'es que une maman, eh ben, tu peux pas non plus offrir le meilleur à tes enfants. Je pense que c'est important aussi que tu aies ton jardin secret, que tu aies tes passions, que tu puisses t'investir, par exemple, même sans que ce soit carriériste, tu vois, ça peut être dans des associations, etc. Tu vois, apporter aussi à la société, pas seulement être entre guillemets égoïste, même si tu apportes à tes enfants, mais je trouve que c'est important d'avoir une vie riche et dense, tu vois, et qu'elle te serve à toi personnellement en tant que facteur d'épanouissement et de développement, qu'elle apporte à ta famille, aux personnes que t'aimes. Si t'as pas de famille, ça peut être aussi tes amis, etc. Mais aussi potentiellement à la société, avoir la sensation d'apporter ta brique aussi. Mais c'est ce que tu dis, c'est ce que j'allais dire, c'est le mot passion. En fait, il faut toujours avoir, je pense, des passions dans sa vie. Parce que ce soit le cas de la maman, on va dire mère au foyer, comme on dit, où tu dis l'entrepreneur à fond dans son entreprise, mais ça peut être aussi le cas d'une femme complètement dédiée à son mari, qui fait que quand son mari meurt, bah, elle est perdue, elle a plus de repères, elle a pas de passion, elle ne fait rien, elle tombe en dépression. Je pense que dans tout ça, c'est d'avoir des passions propres. Vraiment d'avoir des passions propres et de les respecter et de les entretenir, de les cultiver, parce qu'au long d'une vie, les passions, bah, elles évoluent. Des fois, elles sont plus prenantes, des fois moins prenantes. Si je prends mon cas, par exemple, l'équitation, bah, j'ai fait de l'équitation à niveau pro. J'en fais depuis que j'ai 4 ans. Ça a rythmé toute mon adolescence. Tous les week-ends, j'étais en compétition. Jusqu'à d'ailleurs la naissance de Lucie. Où bah, là, bah, petite parenthèse, hein, forcément, quand on est enceinte, c'est pas très compatible. Et là, depuis le début du mois, j'ai repris l'équitation donc, à hauteur de 2 fois par semaine. Et j'ai pour objectif, d'ici quelques années, de me racheter un cheval. Parce que ça demande pour l'instant trop de temps que je n'ai pas. Mais voilà, je pense qu'il faut garder et cultiver ses passions. C'est vraiment la règle, je pense, pour vivre, comme tu dis, de façon harmonieuse. Et d'ailleurs, comment est-ce que tu fais pour cultiver ces passions ou ce jardin secret, etc., sans te faire vampiriser par ton couple ou ta famille quand tu as tes enfants? Parce que comme tu le dis, en final, tu parlais de ce cas de cette femme qui potentiellement serait complètement dédiée à son mari et puis du coup qui s'oublierait complètement elle-même. Tu peux avoir le même phénomène avec tes enfants qui prennent quand même beaucoup de place. Donc comment est-ce que eh ben, tu préserves tout ça? Bah, c'est un travail sur le long terme. Ça dépend, je pense, où on en est dans son cheminement personnel. Effectivement, si je prends mon cas, tant pour Lucie que Léonore, je les ai allaités pendant 1 an. 1 an où j'ai fait de l'allaitement exclusif, donc pas de tire-lait, pas de biberon, de complément, vraiment juste mon lait à moi.
Et ben, c'était dur, mais c'était une super expérience. Et c'était dans ma tête, bah voilà, je sais que ça dure 1 an, c'est mon choix. Euh, je sais prioriser, on va dire, mettre en retrait certaines choses sans les oublier. Mais je pense qu'il faut garder en tête cette notion de timing. La vie, elle fluctue. Comme tu expliques dans ton podcast, même notre température corporelle fluctue, tout fluctue, il y a des saisons. Et bah, c'est un peu pareil pour nos passions. Elles fluctuent. Il faut garder en tête que c'est pas l'objectif final, la passion, enfin c'est le chemin, on va dire, qu'il faut garder. Et il y a des moments de vie qui sont moins propices pour exercer ses passions. Et il y a des moments où c'est plus possible. Donc là, avec les filles, c'était compliqué. En plus, on a déménagé. Mais là, voilà, c'était le moment, moi par exemple, pour reprendre l'équitation, sachant que Léonore est gardée et que Lucie est à l'école, et ben, j'ai pu reprendre ma passion. Et je vais essayer de la cultiver pour, comme je t'ai dit, pour dans quelques années pouvoir me racheter un cheval. Et puis après, je trouve que même avant que. Enfin, tu vois, par exemple, quand on avait que Lucie ou même avant, je pense qu'on avait. Il y a plein de choses qu'on fait ensemble, et puis il y a aussi plein de choses qu'on fait séparément. Je me souviens de fois où je gardais Lucie, et puis toi, tu allais faire tes concours de cheval, où tu partais tout un week-end. Et puis moi, parfois, ben, même souvent, je pars aussi. On pourra revenir après là-dessus, mais. Enfin, tu vois, le fait de s'aimer et puis d'avoir envie de construire un bout de chemin ensemble nous a pas laissé penser qu'on devait absolument tout faire ensemble. Et je pense qu'on a tout le temps gardé. Et ben, d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais pour moi, c'est une des choses qui fait que notre couple fonctionne bien. C'est que c'est la première fois de toutes les relations que j'ai eues où je me suis pas senti enfermé en cage. J'ai vraiment eu la sensation que tu m'aimais pour ce que j'étais et que tu me laissais vivre, que tu me laissais vivre en fait déjà tout court, vivre mes passions, vivre mes envies, etc. Et puis et que toi tu vivais les tiennes sans attendre. Tu vois, j'ai l'impression que parfois dans les couples, les gens ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'autre et qu'ils fondent leur bonheur sur l'autre. Alors que toi, bah, tu fondes ton bonheur sur toi-même et pour autant, tu as envie d'appuyer le mien aussi et réciproquement, tu vois. Mais sans se vampiriser l'un et l'autre. Et puis, et d'ailleurs, tu vois, j'ai jamais ressenti cette espèce de pression de oh, t'en fais trop, tu fais trop ceci, tu fais trop cela, t'es comme ça ou t'es comme ci. Enfin, j'ai vraiment la sensation que tu m'as toujours aimé et accepté pour celui que je suis, malgré tous mes défauts, malgré mon côté exubérant et hyperactif, etc. Non, mais ouais, mais enfin, tu vois, même dans ton regard, tu vois, on fait tous des compromis, mais parfois, tu peux lire dans le regard de l'autre, malgré les compromis, toutes les attentes déçues. Moi, j'ai jamais lu ça dans ton regard. Ouais, mais parce que je pense que du coup, dans ces couples-là, c'est que je pense qu'ils sont pas forcément faits peut-être pour s'aimer à 100% ou s'entendre ou vivre ensemble. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais je pense que nous deux, je pense que c'est tellement fluide depuis le début. Enfin, depuis le début qu'on s'est rencontrés, c'était très fluide. Et moi, je pars du principe que j'ai pas à imposer aux autres et que l'autre a pas à m'imposer. Donc, tout ce qu'on fait, c'est dans le respect. C'est pas de l'égoïsme non plus, tu vois. C'est pas moi je fais mes trucs et t'as rien à dire et c'est comme ça. Mais moi je respecte tes envies, tes rêves. Si je peux t'aider à les réaliser, c'est avec grand plaisir. Et en fait, c'est réciproque. Enfin, je veux dire, on essaye des fois de mettre des mots sur des choses alors que ne devrait pas y en avoir. C'est fluide. Et ouais, c'est fluide. C'est respectueux, c'est dans la bienveillance, on se tire vers le haut, en fait, réciproquement. Il n'y a pas de volonté de j'aimerais changer la personne. En fait, on cherche pas à se changer. En fait, on est là et on vit la personne qu'on est. Je sais pas comment dire. Parce que souvent, quand on est dans un couple, on cherche à changer l'autre. J'aimerais qu'il fasse plus ça, j'aimerais qu'il soit plus comme ça. Alors que non, pas du tout. Comme tu dis, tu as des défauts, j'en ai aussi. Et on les accepte. Et puis en fait, on prend cette patte-là, on la module ensemble et qui fait qu'effectivement, il y a peut-être des périodes où c'est plus toi, où tu fais tes choses, mais il y a des périodes où c'est plus moi. Et tu vois, je pense que ces attentes aussi, elles sont liées
Au coup de foudre. Tu sais que moi, j'ai jamais trop eu de coup de foudre ou ce genre de choses. Et j'ai la sensation que et peut-être que ça vient aussi de tout l'imaginaire des livres, des films où ils te présentent des rencontres hyper romantiques, vachement, enfin tu vois, et même ces trucs Disney là, avec ces histoires de princesses, avec le prince charmant et tout. Et donc au final, quand tu tombes amoureux, quand t'as ce coup de foudre, que tu tombes amoureux, ben, très souvent, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que tu projettes une personnalité à l'autre basée sur une illusion. Donc, c'est-à-dire que tu vois son physique, tu vois quelques éléments, etc. Et puis, tu lui imagines toute une personnalité qui est souvent, en partie en tout cas, décorrélée de la réalité. Et comme cette personnalité, elle est fantasmée, cette personnalité d'autre, elle est fantasmée, et ben, tu te dis, ah, elle est incroyable, faut absolument que je sois parfait pour qu'elle reste avec moi, etc. Donc toi-même, tu modifies la personne que tu es pour essayer de te conformer à cette personnalité fantasmée de l'autre. Donc l'autre n'est pas ce que tu penses qu'il est, et toi, tu te comportes pas de la façon dont tu es réellement, tu vois. Et donc, ça crée forcément, dès le début, une base et des fondations à une relation qui après 2 ans, enfin 1 an, 2 ans, 3 ans, lorsque la réalité laisse le pas à l'illusion, et ben crée une forme de dissonance, tu vois, de rupture de cohérence. Et donc là, c'est là où il y a potentiellement plein d'attentes déçues, etc. Et je pense que nous, on n'a pas eu, enfin moi en tout cas de mon côté, j'ai pas eu ça. J'ai mis du temps à te dire je t'aime, etc. Et d'ailleurs, j'aime bien les métaphores avec l'alpinisme et la montagne. Et donc, tu vois, je pense qu'il y a pas mal de. Enfin, souvent, l'image que j'ai de ce sentiment amoureux, etc., c'est de partir du haut de la montagne et puis après, tu fais que dégringoler. En fait, t'as connu dès le début le summum et puis après, ça fait que tomber. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être parti du bas de la montagne. Et puis de l'avoir monté. Et ce qui est génial avec ça, c'est que ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et à chaque fois, tous les jours. Pas trouvé le sommet. Non, c'est vrai, j'ai toujours pas trouvé le sommet. Tous les jours, je t'aime un peu plus. Et en plus, on a évolué ensemble, tu vois, à plein de niveaux. Et donc, quelque part, bien sûr, on a notre caractère de base, mais on a façonné aussi notre personnalité l'un et l'autre ensemble. Ce qui fait que ben, maintenant, à la fois, on est très différents, on pourrait y revenir. Et d'un autre côté, très complémentaires. Et on partage les mêmes valeurs, les mêmes passions, parce que on s'est construit l'un et l'autre. Mais c'est ce que je disais, je pense que la communication, c'est le gros problème de notre société actuelle. Et dans la plupart des couples, on ne dit pas nos attentes. Et avant toi, j'étais en couple pendant 5 ans. Et je m'étais dit, c'est fini, je ne veux plus me remettre en couple et tout. Puis finalement, quelques mois après, on était ensemble. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais dès le début, on s'est dit ce que je veux pas. Mais de façon très claire, on avait même écrit un contrat. On l'avait rédigé, on l'avait signé, on avait fait des versions actualisées. Donc il y avait la V1, la V2, la V3. Mais on a au moins été clair sur ce qu'on veut pas. Et c'est ce qui permet, tu vois, de pas se projeter une personnalité à l'autre. Et d'être juste clair sur la personne qui est en face de nous. Pendant que D'ailleurs, pour faire une parenthèse sur ce contrat, juste pour exprimer un petit peu à quoi ça peut ressembler, moi je sais que j'avais un besoin, et j'ai toujours un besoin accru de solitude. J'adore les gens, mais j'ai aussi besoin de me retrouver seul. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien aller courir pendant des heures dans les montagnes. Et j'avais remarqué dans mes relations précédentes que si j'exprimais ce besoin, souvent c'était perçu comme un manque d'amour par l'autre. Et donc pour éviter cette problématique, eh ben, dans le contrat, j'avais noté qu'on ne pouvait pas se voir plus de 3 fois par semaine. Comme ça, dès le début, c'était clair et il n'y avait pas bah non, s'il ne veut pas me voir ce soir, c'est parce qu'il ne m'aime pas assez. Non, c'est juste que j'ai besoin aussi de moments pour me ressourcer. Bon, voilà, c'était juste pour illustrer. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant comme outil. Ça peut paraître très rigide de ah bah tiens, on a établi un contrat, mais je pense qu'en fait, c'est la meilleure chose à faire parce qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, que ce soit. Et il faut vraiment oser dire ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Parce que souvent, on laisse l'autre parfois parler et on n'ose pas dire ah bah tiens, moi j'ai envie d'avoir tant de soirées solo ou tant de soirées de couple ou on fait un week-end sur 2, j'en sais rien, si on n'habite pas ensemble. Bref. Et je pense que dans les relations de couple ou dans les relations même amicales ou familiales, tout type de relation, je prends souvent cette image de on est dans une voiture tout seul. On est tout seul, on meurt tout seul. Donc imaginez, on est tous chacun là dans notre voiture. Donc David est dans sa voiture, je suis dans ma voiture. Et puis on avance sur la route. Et puis là, il y a un premier rond-point qui arrive avec plusieurs sorties.
Et donc, techniquement, nous, on va prendre la première sortie. Pouf, on prend la première sortie. Et puis, on a des amis, peut-être, qui vont prendre la seconde. Donc, hop, ils prennent la seconde. Après, on continue les routes, il y a des ronds-points. Peut-être que notre ami va revenir vers nous et nous, on va revenir vers lui. Ou même en couple. Tout ça pour dire que, en fait, la vie est faite de routes et de ronds-points, qui fait qu'il y a des moments il y a des périodes où on peut suivre le même chemin. Et puis, il y a des moments de vie, peut-être, où on va pas prendre les mêmes chemins. Mais ça ne veut pas pour autant dire que on ne pourra plus être ensemble ou ne plus être amis. Pardon, je me perds un peu dans l'explication. Mais tout ça pour dire que parfois, même si les chemins de route se séparent complètement, parce qu'on a pris trop de ronds-points, que du coup on est vraiment trop loin de l'autre, bah, en fait, c'est juste pas grave. Mais dans un couple, pour rester heureux et bien, et bah, techniquement, on est censé prendre à chaque fois la même route. Et donc, comment est-ce que tu as géré justement le fait que on a pris quand même beaucoup de ronds-points et choisi beaucoup de routes qui peuvent être en dissonance avec la voie du milieu, ou en tout cas ce qui est généralement fait par la plupart des gens, que ce soit dans notre vie quotidienne ou même d'un point de vue parentalité. Et donc potentiellement, ça a pu t'éloigner de certains amis ou de certains proches. Comment est-ce que tu as vécu tout ça? Bah, au début, c'est forcément pas facile quand on ne prend pas les mêmes chemins que nos amis d'enfance ou parents ou frères et sœurs ou membres de famille. Mais après, bah, on n'a qu'une vie, enfin, on va dire, et donc il faut la vivre pleinement et comme on l'entend et avec le sens qu'on veut lui donner. Donc il y a un gros travail à faire au point de vue mental et d'acceptation surtout. D'acceptation que la situation elle est telle qu'elle est, que si on veut vraiment rester aligné avec qui on est, bah, il ne faut pas fléchir pour faire plaisir à l'autre, il faut penser à soi. Donc effectivement, si on prend mon cas avec ma famille, c'est pas très facile, mais on trouve des moyens d'entente. Notamment, par exemple, l'éloignement. Donc, on est à Évian depuis 1 an et demi et de m'être éloignée physiquement en fait de ma famille permet de préserver les liens. Et puis ouais, il faut vraiment en fait accepter la situation et pas être dans le regret et les remords et accepter. Et puis tant qu'on est aligné avec ses décisions, je pense que c'est facile parce que en fait même dans tout, si on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, y a un problème quelque part. Et pour autant, tu vois, ça a pu être peut-être difficile enfin, forcément, ça a été difficile, mais je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un moment particulier d'inflexion de tout ça, qui est la naissance de Lucie, où toi, tu as eu envie de t'affirmer en tant que mère et de faire tes propres choix. Avant même qu'elle naisse, d'ailleurs, déjà, ça a commencé par la démarche d'acheter des livres sur la parentalité pour te renseigner sur la façon de lui offrir potentiellement la meilleure éducation. Et encore, j'aime pas le mot éducation, mais la meilleure outil ouais, la meilleure pour coopération. Ouais. Ouais, voilà. Et tu vois, et déjà, rien qu'à ce niveau-là, ça a été peut-être mal perçu parce que on t'a reproché le fait justement de remettre en cause l'éducation que toi-même t'avais eue par la lecture potentiellement d'autres façons de faire. Et moi, je t'ai vraiment vu te révéler à ce moment-là parce que tu prenais conscience que tu allais devenir une maman et que le plus important pour toi maintenant, c'était plus d'être la fille de ta mère, mais d'être la mère de ta fille. Et donc non, mais donc, je t'ai vu vraiment t'affirmer, etc. à ce moment-là, parce que voilà, la chose la plus importante pour toi, c'était ta fille à naître. Et donc, ça a été un tournant un petit peu important, j'ai l'impression, dans ta relation avec ta famille. Qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là, quelle vision de la parentalité, tout ça, et puis maintenant, ça fait Lucie, donc elle a 4 ans, on a une deuxième fille qui va bientôt avoir 1 an. La semaine prochaine, voilà, merci de me le rappeler. Comment est-ce que tu vois ta parentalité? C'est une question très large. Notre parentalité, parce que on est deux à faire des enfants. Déjà, on a de la chance parce qu'on est aligné sur la parentalité qu'on veut, qu'on donne du coup à nos filles. Parce que effectivement, dans pas mal de couples, ça peut être un point de rupture, la venue des enfants, parce que ils n'ont pas les mêmes
les mêmes attentes dans l'éducation. Et où il y en a un qui ne s'investit pas, enfin un ou une qui ne s'investit pas dans l'éducation des enfants. Mais la parentalité, donc c'est-à-dire comment la vision. Tu peux répéter ta question? Quelle mère est-ce que tu essaies d'être? Qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place? Quel type de parentalité tu as choisi? À l'image de mes valeurs, j'essaye de donner une éducation bienveillante. Donc on peut parler d'éducation positive, même si je trouve qu'elle est un peu mal représentée dans la société parce qu'on associe éducation bienveillante et positive à du laxisme, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a des règles fermes, mais l'éducation se fait dans la bienveillance et surtout avec toutes les données de neurosciences sur le cerveau des petits. On sait très bien qu'il y a des choses qu'ils ne sont pas capables de comprendre ou même ils n'arrivent pas à gérer par exemple leurs émotions. Donc de garder tout ça en tête et d'essayer de les éduquer dans un cadre d'amour, de bienveillance, de communication. J'essaye d'apprendre par exemple à Lucie à me dire les choses. Et donc je lui explique que si elle fait une bêtise, c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens où si elle vient me dire maman, je n'ai pas fait exprès, j'ai dessiné sur la table, qu'elle vienne me le dire et on répare ensemble la bêtise. Et de pas être dans cette relation verticale où je vais la gronder alors que je sais très bien qu'elle n'a pas eu l'intention malveillante de vouloir dessiner sur la table, tu vois, par exemple. Et donc forcément, l'éducation que l'on a choisie, je pense qu'elle découle de nous, de notre personnalité, de nos valeurs. Et voilà. En réalité, est-ce qu'on l'a vraiment choisi? Je pense qu'on avait une espèce de... On a lu des trucs, on s'est questionné, et puis en fait, au début, on n'était pas sûr de faire les bons choix. Mais je pense que déjà, le simple fait de se poser la question régulièrement de comment être les meilleurs parents possibles, ou tiens, il y a telle situation qui est pas terrible, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Je pense que le fait d'être dans le questionnement, et justement dans la communication, comme tu dis, déjà, c'est la garantie potentiellement de faire moins d'erreurs, entre guillemets. Puis même à l'écoute aussi de notre intuition. Moi, je sais que je me suis vachement écoutée, j'ai vachement écouté des signaux même de mon corps ou même de ma tête face à des situations nouvelles où tout ne se lit pas dans les livres, on va dire, notamment pour la maternité, mais effectivement d'être en adéquation, voilà, avec... on a toujours cette petite voix, tu sais, qui te dit tu devrais pas faire ça ou c'est pas très bien ce que tu as fait. Et donc si tu l'écoutes, généralement, tu sais ce qu'il faut faire. Ouais. Et tu peux partager quelques routines ou quelque chose qu'on a mis en place dans notre éducation que d'autres parents pourraient trouver intéressant? Comme ça, là, il faut que je réfléchisse. Si tu as des idées, tu peux on répondre. fait plein de choses quand même. Oui, on fait plein de choses, mais je veux dire, il y a des choses qu'on fait que je mets en place, mais sans avoir une arrière-pensée de je fais ça pour avoir tel objectif, tu vois. Mais avec les filles, oui, on essaye de les avoir très ouvertes sur le monde qui les entoure. Notamment d'ailleurs, Lucie, maintenant, quand on va dans un café, d'elle-même, elle ose aller demander une serviette pour s'essuyer, où elle prend l'initiative même de ramener sa tasse et son assiette au serveur, qui est d'ailleurs toujours impressionné et qui est très content. Ce qu'on met en place, par exemple, ne serait-ce que de manger avec les filles à tous les repas. Je sais que beaucoup de parents ne le font pas parce que je comprends, ça rajoute du chaos dans l'organisation. Mais nous, les filles, on les intègre en fait dans tout ce qu'on fait au quotidien. Il n'y a pas de « ah non, j'ai des enfants, je ne peux pas faire telle chose ou telle chose ». On a des enfants et ils sont impliqués au même titre que nous. Et d'ailleurs, notamment par exemple pour les tâches ménagères, Lucie, dès qu'elle était petite, elle m'aidait à étendre le linge. Alors effectivement, c'est pas parfait, ça prend plus de temps, mais elle le voit, elle, comme un jeu. Et donc, naturellement, maintenant, à 4 ans, alors pas tout le temps, des fois elle veut pas ranger parce qu'elle est trop fatiguée, mais généralement, elle est quand même... elle est toujours à aider son prochain. Et d'ailleurs, même avec sa petite sœur, pour l'instant, je touche du bois, mais elle n'a jamais eu un comportement malveillant envers sa sœur. C'est toujours plutôt, si elle entend sa sœur pleurer, c'est ne t'inquiète pas, Léonore, maman, elle est à côté, elle est à la cuisine, elle revient vite, je dessine à côté de toi, ne pleure pas, ne pleure pas. Mais ça, c'est vraiment dingue. Ça manifeste vraiment, je pense, l'éducation qu'on leur donne, en fait.
Ouais, ça c'est vraiment dingue. Moi, je suis hyper impressionné et surpris de à quel point Lucie, donc l'aînée, est attentionnée avec sa petite sœur qui a 10 mois et qui pourtant, enfin, objectivement, est pas hyper intéressante. Enfin, elle parle pas. Bon, maintenant, elle marche à quatre pattes, tu vois, mais je veux dire, c'est quand même limité en termes d'activité possible et pour autant, elle est vachement à son écoute, toujours aller la voir, à essayer de jouer avec elle, etc., à lui faire des câlins, hyper patiente. La dernière fois, elle était en train de faire un puzzle. Léonore arrive, lui pique ses pièces de puzzle. Naturellement, elle aurait pu s'énerver et péter un câble. Et non, elle lui dit non, Léonore, joue plutôt avec ça parce que là, t'es en train de détruire mon puzzle. Enfin, Ouais, tu vois, elle va chercher ses propres jouets pour les donner à Léonard, ouais. alors que généralement, on sait que les enfants sont très attachés à leurs jouets. Et même tous les soirs, c'est bonne nuit, Léonore. Demain, tu vas chez la nounou et moi, je vais aller à l'école, mais on se verra le soir. Voilà, franchement, elle est super mignonne. Alors, je tiens à rassurer quand même que des fois, Lucie peut être compliquée, qu'on peut crier, parce que sinon, on peut donner une image d'un enfant ange, mais ça reste un enfant qui a son caractère et qui parfois c'est un peu compliqué et qui, je trouve que ça nous remet des fois. Enfin, des fois, on se laisse emporter, on se met à crier, à s'emporter et on se dit, mais c'est quand même dingue. On essaye d'apprendre à un enfant de se calmer alors que nous-mêmes, on arrive, des fois, on se fait dépasser et on se met à crier, quoi. Ouais, comme quoi, franchement, les enfants, ça doit être l'une des meilleures choses à avoir pour développer ses capacités de patience, etc. Et puis aussi pour s'apercevoir à quel point euh, nos, nos décisions, notre hygiène de vie est déterminante de notre capacité à être les meilleurs parents possibles. Notamment, moi, je me rends compte que si j'ai pas bien dormi, si mes ressources physiologiques sont mal optimisées, bah, je vais avoir du mal à être le parent, le père que j'ai choisi d'être. Après, donc, pour terminer sur la parentalité, tu sais, quand je te demandais un petit peu sur les routines, etc., je trouve qu'on a quand même pas mal de règles et de choses qu'on a essayé de mettre en place. La première, déjà, c'était d'essayer de faire en sorte que, comme tu le disais, les enfants, en fait, leur désir principal, c'est de faire partie de la communauté. Mm. Le réflexe qu'on peut avoir, c'est de leur donner des jouets et puis de leur dire, ben, vis ta vie d'enfant dans ta chambre et puis laisse-moi vivre ma vie d'adulte. Mm. Alors que lui, ce qu'il veut faire, c'est bah, participer, tu vois. Et donc, quand tu lui proposes d'étendre le linge avec toi, etc., tu lui permets de faire partie de la communauté. Donc, il y a ça. Je pense qu'on a beaucoup favorisé et développé sa volonté, sa curiosité naturelle d'interagir avec le monde, Mm. en évitant d'être trop paternaliste, trop sécuritaire et en lui permettant de faire ses propres expérimentations, ce qui lui permet aujourd'hui d'être extrêmement développé sur le plan psychomoteur, Mm. mobilité, de se faire mal, mais de pas en faire toute une histoire et de pleurer pendant 10 ans parce qu'en fait, elle a l'habitude de se tomber depuis qu'elle est toute petite. D'ailleurs, elle a commencé à escalader des chaises, des escaliers avant même de savoir marcher. Ouais, quand même, Euh, hier, elle a pris une chaise pour escalader le placard. Elle est tombée de la chaise, le dos sur les haltères. Elle a pleuré 2 secondes et puis c'était bon, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tu vois, comme elle me voit me suspendre à des choses, transporter des choses, faire du sport, ben, elle, naturellement, a envie de le faire. Et ça met en perspective le fait que je pense que les enfants apprennent beaucoup plus de l'exemple qu'on leur donne que de ce qu'on leur dit. Donc, en fait, on cherche à les éduquer, mais la meilleure façon de les éduquer, c'est d'être un modèle pour eux. Donc ça donne Clairement, ouais. aussi une réelle responsabilité sur la façon dont on vit nos vies et sur les choix qu'on fait. Et je te coupe Et 2 secondes, mais c'est vrai que on peut dire, ah, j'aimerais que mon enfant mange des légumes, j'aimerais que mon enfant mange bien. Mais si l'enfant, il voit que le papa ou la maman, bah non, lui, il ne mange pas de légumes parce qu'il n'aime pas ça, ou mange des cochonneries, bah l'enfant, il ne comprend pas. En fait, il y a une rupture de cohérence qui se fait. Mais pour tout, que ce soit l'alimentation, le sport, le rangement, la télé, la l'alcool, télé, mais non, mais tout, on en dit il fait. faut pas boire, Et mais on effectivement, boit. en fait, on incarne notre éducation. Et c'est ce qui fait que enfin, nos filles sont comme on est parce que bah, on mange bien, il n'y a pas de télé, on est bienveillant. Enfin, vraiment, on reflète ce qu'on propose aux filles. Et donc sur pas de télé, eh ben, naturellement en fait, si tu leur mets la télé, on voit à quel point la télé c'est un aimant qui la chope direct quoi. Mm. Et donc le fait de pas en avoir, ben ça fait que elle a tout ce temps qui est pas obnubilé par la télé pour faire d'autres choses. Et donc potentiellement elle s'ennuie. Donc potentiellement elle va avoir envie d'explorer des choses. Elle va lire. Elle va
reporter son attention sur d'autres choses parce qu'elle n'est pas absorbée par la télé. Donc ça, je pense que c'est un vrai truc. C'est vrai Parce que le problème, tu sais, aujourd'hui, on parle bien de l'exposition aux écrans, etc. C'est pas l'écran en lui-même qui pose un problème. C'est sa capacité à les hypnotiser et au fait de faire que plus rien d'autre n'existe autour. Qui bouge pas, donc un manque d'activité physique, un manque d'ennui, parce qu'on sait que l'ennui, ça permet la créativité. Et clairement, Lucie, elle n'a pas eu d'écran avant 3 ans. Là, elle a juste des écrans rapidement le mercredi. Une demi-heure, le temps que je travaille un peu, 30 minutes. Mais c'est tout, quoi. Elle a 30 minutes d'écran dans la semaine. Et parfois, on regarde un dessin animé avec elle, mais on le regarde avec elle, tu vois. Oui, on interagit, en fait. Elle regarde, on discute de ce qu'elle voit. On la fait, on va dire, entre guillemets, travailler sur ce qu'elle regarde. Et puis, on le voit bien, effectivement, que quand elle va passer une semaine dans ma famille, et que là, pour le coup, elle regarde la télé tous les jours parce que son cousin regarde la télé 1 à 2 heures par jour. Moi, je vois vraiment l'impact que ça a sur son énergie, son mindset. Elle est vachement plus pleurnicharde, elle est moins heureuse, elle bouge plus, elle a plus trop envie de bouger dans tous les sens. Je vois vraiment l'impact des écrans quand elle va chez mes parents, pour le coup. Et sur l'éducation bienveillante, tu disais que c'était pas l'absence de cadre, mais le fait d'essayer de lui faire adhérer. Et donc c'est vraiment ça le sujet en fait. C'est que plutôt que d'avoir une relation descendante où tu manages et contrôles ton enfant par la peur, et la peur c'est l'escalade parce que en réalité il refuse de faire ce que tu lui demandes et donc toi tu es obligé d'escalader en intensité jusqu'à ce que tu lui fasses suffisamment peur pour qu'elle stick au comportement que tu attends d'elle. Et donc ça me semble peu efficace. Et à l'inverse, nous, ce qu'on essaie de faire, mais ça demande de la créativité, parfois on n'y arrive pas. Et donc c'est pour ça que tu disais aussi, parfois on se met en colère, mais après on essaie de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on pourrait, face à la même situation, la prochaine fois, mettre en place des solutions qui permettront que ça fonctionne mieux. Et donc on ne trouve pas forcément du premier coup, mais en discutant à tête reposée ensemble, on teste et puis après on trouve des choses. Et donc par exemple, à un moment elle voulait pas se laver les dents, et je lui ai montré à quoi ressemblaient les enfants, les dents des enfants remplies de caries et puis la pince qu'utilisent les dentistes pour les arracher. Tout de suite ça a beaucoup mieux marché. Quand on était en Italie, elle voulait sauter du bateau, je lui ai expliqué comment l'hélice du bateau risquait de la couper en deux, comme une amie que notre ami JB, enfin une personne que notre ami JB a essayé de sauver et puis qui est morte malheureusement, JB qui est médecin urgentiste. Tout de suite ça a eu un effet assez drastique sur sa compréhension de la nécessité de faire attention à ça. Mais c'est ce que tu dis, tu vois. Attends, je finis. Et donc c'est pareil, à table, parfois elle n'était pas toujours sage, elle a du mal à rester en place sur sa chaise et puis elle faisait parfois un peu n'importe quoi, etc. Et donc, au bout d'un moment, c'est énervant pour les parents, surtout quand c'est tous les jours pareil. Et donc, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte pour que les repas se passent mieux. Donc, on a mis en place plusieurs choses. Le fait, avant de démarrer le repas, de respirer. Donc, pendant 1 ou 2 minutes, on ferme les yeux, on prend des inspirations, des respirations profondes. Déjà, ça te permet d'atterrir dans la zone parasympathique, d'être plus calme, plus apaisé, et donc d'être dans un meilleur état de disponibilité pour le repas. D'ailleurs, c'est aussi utile pour nous. Et ensuite, on rappelle à chaque fois avant le début du repas les règles du repas. La première, c'est que on se tient correctement sur sa chaise. La seconde, c'est que si quelqu'un est en train de parler, on manifeste son envie de parler, mais on attend que la personne ait parlé avant de l'interrompre. Pareil, il n'y a pas de téléphone à table. Et donc ça, c'est une règle. Et donc nous-mêmes, on stick à cette règle. Et donc parfois, on est en train de parler du programme qu'on a envie de faire. Et puis on se dit, tiens, ça serait bien de connaître la météo. Non, tant pis, on regarde pas la météo parce qu'on a dit pas de téléphone à table. Donc voilà. Et à chaque fois, on essaie comme ça de mettre des petits éléments. Et je m'aperçois quand même que les causes, on va dire, de disputes, entre guillemets, sont souvent liées au même déclencheur. Et donc, si à tête reposée, tu te dis, il y a tel déclencheur qui crée un problème. Donc, par exemple, le fait de se laver les dents. On réfléchit et on essaie de trouver une solution. On teste un premier truc, paf, ça marche pas. Ok, c'est pas grave. Le lendemain, on teste autre chose. Quand on trouve le truc, en fait, ça règle pas seulement ce problème, mais tous les problèmes qui sont liés à ce déterminant. Et donc, petit à petit, comme ça, un peu comme on parlait de nos routines qui progressaient au fur et à mesure de nos expériences, on finit par trouver les éléments qui sont vraiment probants. Et donc, grâce à ça, on arrive à avoir un quotidien qui est apaisé. C'est rare qu'on ait des disputes, des crises, etc. Parce que petit à petit, on a dynamité en fait tous les déterminants qu'on a pu identifier.
par la créativité et la recherche de solutions, mais qui sont des co-constructions. Et quand tu disais de faire adhérer au cadre aussi, je pense qu'il faut garder en tête, mais c'est pas que pour les enfants, c'est même pour nous. C'était un de mes professeurs de droit qui le disait. Pour apprendre, il faut comprendre. Si tu comprends pas, tu peux pas apprendre. Il faut qu'il y ait une logique. Donc si l'enfant il comprend pas pourquoi tu lui demandes ça ou que tu lui imposes ça, il va pas le faire. Donc s'il comprend, logiquement, il va y adhérer. Mais que ce soit donc pour les enfants, mais même pour nous en tant qu'adultes. Et comme tu dis, j'ai compris comment tu fonctionnais, tu comprends comment je fonctionne. Et c'est grâce à ça qu'il y a une fluidité entre nous. Même si parfois il peut y avoir des moments de crise qui sont, j'avoue, rares, mais et puis je pense qu'aussi essayer de se contrôler quand on est en colère par l'isolement, d'abord de s'isoler, redescendre la colère pour après discuter et trouver une entente. C'est une bonne idée. Oui, de toute façon, je pense que la colère, en fait, quand tu réfléchis, ça coupe vraiment toute capacité cognitive de réflexion cohérente. Donc en fait, il n'y a que des choses négatives qui peuvent sortir de là. Donc c'est vraiment pas... Tu parlais de communication, de l'importance de la communication, que ce soit avec les enfants ou dans le couple. C'est vraiment pas sous le coup de la colère ou du stress qu'on peut avoir une communication qui est efficace. Non, clairement. Alors d'ailleurs, il y a eu beaucoup de questions des auditeurs sur comment est-ce que tu fais pour supporter ma discipline, comment est-ce que tu fais pour supporter mon hyperactivité, mon côté un peu tornade et ma propension à avoir besoin de beaucoup de stimulation et de faire beaucoup de choses. Comme on disait un peu depuis le début du podcast, c'est que je n'ai pas besoin de te supporter parce que pour moi, tu rentres, on va dire, dans mon cadre, dans le sens où c'est pas une contrainte pour moi, tout ce que tu fais. C'est ok, t'as tel objectif sportif, ok, tu mets en place ton entraînement, tu me le dis, on communique et puis on s'articule autour de ça, tu vois. Et ce qui fait que pour moi, j'ai pas besoin de te supporter. Et c'est vrai, pour moi, je te trouve pas rigide parce que je suis moi-même au final un peu hyperactive. J'aime bien faire plein de choses et au final mes journées sont aussi très remplies. Donc je comprends ce besoin de faire des choses parce que moi-même j'ai besoin de faire beaucoup de choses et je reste très active. Quand bien même j'étais enceinte jusqu'à la veille des accouchements, à chaque fois j'étais en train à droite, à gauche, en train de faire plein de choses, de bouger, ne serait-ce qu'au festival. L'année dernière, j'étais enceinte de 8 mois. J'ai fait plein de choses, je bougeais dans tous les sens. Donc ouais, c'est vrai qu'on a eu beaucoup cette question et pour moi, je me dis mais qu'est-ce que je vais répondre à cette question parce que j'y adhère parce que comme c'est notre routine journalière, elle est semblable entre guillemets. La discipline que tu as, je l'ai aussi d'une certaine façon, pas forcément la même, mais elle est complémentaire. C'est marrant parce que moi j'aurais pas eu la même vision des choses. Moi, je te trouve pas hyper active ni hyper disciplinée. Bien sûr, tu fais beaucoup de choses, etc. Hein, mais et justement, ce que j'allais dire, c'est que, enfin, moi, la perception que j'en ai, c'est que, en fait, si j'étais avec quelqu'un comme moi, je me supporterais pas. Tu vois. Et d'ailleurs, il y a plein de sujets, de moments où moi j'ai des réactions et après, si je les observe, eh bien, si t'avais été moi, j'aurais pété un câble contre moi-même, tu vois. Ouais, mais Et donc, à l'inverse, moi, je te vois comme beaucoup plus apaisé. D'ailleurs, j'aime bien dire, tu vois, j'ai l'impression que moi, je suis un petit peu l'aventurier, la tornade et l'énergie qui te donne envie d'aller conquérir des sommets, et que toi, et donc un peu la tête dans les étoiles, et que toi, à l'inverse, t'es celle qui me permet de profiter du voyage, du chemin, et de rendre toute cette aventure utile. Parce qu'en fait, moi, je serais du genre à aller au sommet, puis arriver au sommet et me dire c'est quoi le prochain, et donc même pas en profiter, tu vois. Et grâce à toi, j'ai appris à vivre beaucoup plus le moment présent, être beaucoup plus connecté à mes émotions, justement, voir les vertus aussi de prendre son temps, de partager des choses avec les autres, etc. Tu vois, d'être un peu moins obnubilé par la quête d'objectifs, la quête de progression, etc. Et un peu plus dans la quête de moi-même, la compréhension de moi-même et de mes ressentis. Et donc plutôt que de dire, parce que toi, du coup, ce que tu disais, c'était que tu étais un peu comme moi, j'ai pas du tout l'impression que tu sois un peu comme moi, mais au contraire, je trouve que t'es hyper complémentaire, heureusement, parce que sinon on supporterait pas. Mais je pense qu'on a une base commune et il faut distinguer en fait l'hyperactivité. Moi, entre guillemets, je suis la force tranquille. C'est-à-dire je suis hyperactive, mais dans le calme. Pas comme toi où t'es en mais évolution. Du coup, t'es pas tout le temps. hyperactive. Si, parce que je hyperactive, mais sans. Enfin. Non.
Enfin, t'es actif si tu veux, parce que tu fais des choses dans ta journée. Mais tu penses pas. t'as pas un besoin d'hyperstimulation du matin au soir comme moi. Si, mais elle se manifeste différemment, je pense. C'est une question de perception. Effectivement, je te canalise comme toi, tu me boostes, mais je fais plein de choses. Mais c'est juste que moi, je sais plus peut-être c'est plus réfléchi, c'est plus dans le calme. Je suis plus. Pour moi, si, je pense que c'est une forme d'hyperactivité, mais qui se manifeste différemment. Mais je pense que t'es pas d'accord avec ça. Non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais Mais c'est pas grave, c'est une question de point de vue, je trouve. ouais. Enfin, du coup, si c'est une force tranquille, plus apaisée, etc., c'est pas la définition d'hyperactivité. L'hyperactivité, c'est justement l'inverse. Oh, bon, bref. Ouais, mais tu vois, si on prend l'exemple avec des chevaux, par exemple, tu as des chevaux qui sont, on va dire, très sanguins, très dans le sport. Et puis, j'avais un cheval. Toi, c'était Tanus, c'était la force tranquille, c'est-à-dire qu'il pouvait te Oui, dégainer. mais du coup, il est pas hyperactif. Tanus, quand je le vois, c'est pas du tout la définition d'hyperactivité. Ouais, ok. Et ok, mais et donc voilà, et donc je pense que justement, ce qui fait que ça marche, c'est que enfin, moi, ce qui est génial, c'est que euh, en fait, quand j'ai un nouveau projet, une nouvelle envie, etc., systématiquement, je- t'es là à m'encourager, à me soutenir et à vouloir m'aider à réussir plutôt que de me dire bah tiens, non, tu ferais mieux de passer plus de temps avec moi, plus de temps avec les filles, pourquoi tu vas encore faire ça alors que tu fais déjà plein de choses, etc. Tu vois. Et donc, j'ai jamais ressenti le poids de ton jugement. De la même façon que j'ai déjà pris cet exemple, tu vois, parfois je peux avoir des comportements débiles. Mhm. J'en ai parlé récemment dans une newsletter avec l'histoire de la poubelle où j'ai décidé d'aller courir et puis tu me dis est-ce que tu peux descendre la poubelle? Et le truc de poubelle est juste en bas de la maison, quoi. Et en fait, moi, dans ma tête, j'ai déjà mon plan qui est prévu d'une certaine façon. Et du coup, le fait d'avoir ce changement de plan, ben, ma première réaction, c'est de vouloir te dire non. Et donc, je te dis non, je descends, je vais courir. Et puis après, même pas une minute après, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que t'es con, quoi. Qu'est-ce que t'es con. Et je reviens, je remonte, je prends la poubelle, je redescends, je la jette et puis je remonte. Et donc, au final, je le fais, tu vois. Mais j'aurais pu le faire directement. C'est juste que mon mode de fonctionnement, il est tel que eh ben, il me faut ce petit temps pour que mon cerveau refasse le plan. Bah, tu vois, typiquement, euh, si la situation était inversée, que toi, tu m'avais dit non au moment de descendre la poubelle, je me serais énervé contre toi. Je t'aurais dit, mais t'es conne ou quoi? Franchement, elle est juste en bas, elle descend là, quoi. Je le pense dans ma Et, tête. oui, mais en tout cas, le fait est que tu le dis pas, tu vois, t'arrives à être calme, bienveillante et patiente, Ça, etc. c'est la maternité qui a Et poussé. non, t'as toujours été un peu comme ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que ouais, mais c'est pour ça que ça fonctionne bien, c'est qu'on s'accorde bien. Euh, et, euh, et, et, euh, et voilà, et justement, tu vois, c'est dans notre différence qu'on s'accorde bien. Mais je pense que pour revenir donc à la question de comment je te supporte, je pense qu'on a quand même une base commune. Même si tu dis qu'on est différent, on est différent, mais on a quand même cette base commune qui fait que ça match. Non, mais ça c'est sûr. Mais ça, c'est plus lié. Ça, c'est pas une. Tu vois, l'hyperactivité, le besoin d'hyperstimulation, c'est un trait de caractère. Toi, ce dont tu parles, c'est plutôt une question de valeur, de volonté de s'épanouir pleinement, de profiter pleinement de la vie et d'y jouer à fond. Et tout ça, bien sûr, qu'on le partage. Et d'apprendre aussi à vivre avec soi. Parce que c'est vrai que la moi d'il y a 10 ans ne pouvait pas rester seule, toute seule, une journée avec moi-même. C'était l'angoisse de me dire, oh, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je suis toute seule, je n'ai personne d'autre. Et j'ai appris en fait à m'aimer, tout simplement. Et à vivre, à aimer ma présence et à aimer la solitude aussi. D'ailleurs, ma citation préférée, c'était la solitude vivifie, l'isolement tue. Bah, d'ailleurs, sur cet aspect plus développement personnel, slash connaissance de soi, slash intelligence émotionnelle, tu m'as beaucoup plus appris que l'inverse. Tu vois, moi, je pense que je t'ai beaucoup apporté sur la partie plutôt expression de ton plein potentiel, enfin, Mouvement, moi, plus sport. sur ce côté énergie de façon Mm. générale, en fait, puis entrepreneuriat. Et moi, le mental. Et puis toi, plus la Sur la partie santé mentale, émotionnelle, développement, etc. affirmation, confiance en soi. Parce que c'est des choses que j'ai manqué durant toute mon adolescence et début de jeune adulte, entre guillemets, parce que je vais bientôt avoir 30 ans. Mais effectivement, j'ai fait un gros travail d'acceptation, en fait. D'acceptation, je pense que c'est le mot. Bah, d'ailleurs, tu dis que tu vas bientôt avoir 30 ans. Si tu fais une petite rétrospective,
de ta vie, de tes grands enseignements jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, des espèces de certitudes que tu as et tu te dis, ok, ben, voilà, tu vois, il y a 20 ans, je savais pas grand-chose sur la vie. Maintenant, il y a au moins ces deux, trois trucs qui me semblent fondamentaux, dont je suis sûr. Et, ça, c'est la première partie de la question. Et puis la deuxième question, est-ce que tu as des ambitions, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan sportif, pour la dizaine d'années à venir? Mais je pense que c'est lié forcément à quand on prend de l'âge, mais j'avais beaucoup de croyances limitantes, mais je pense comme beaucoup de jeunes. Et moi, mon plus gros problème, c'était le syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, je t'en ai souvent parlé parce que pendant toute mon adolescence, on m'a toujours dit que je serais bonne qu'à être vendeuse de kebab. C'était les mots d'une professeure au collège. Et on m'a toujours dit que j'étais nulle, que j'étais bonne à rien et que de toute façon, ce qui me sauverait, c'était ma beauté. Donc, quand tu te construis autour d'une image de tu es stupide, c'est très compliqué d'aller de l'avant. Et du coup, dans toutes mes études, que ce soit de droit ou même après, et même il y a encore quelques années, tout ce que je faisais, c'était je suis un imposteur. Et si on me disait bah, c'est bien ton travail, c'est super, c'est génial, je me disais bah, ils font erreur, c'est un coup de chance, c'est pas possible. Donc j'ai vraiment travaillé sur ce syndrome de l'imposteur. Et puis effectivement, bah, c'est ce que je disais déjà depuis un peu tout à l'heure, c'est que faut faire un travail, mais je pense que tout le monde mériterait de faire ce travail-là de soi-même, d'apprendre vraiment à se connaître, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce à quoi on aspire, quelle est notre mission de vie, comme vous dites avec les Nakama, vous dites, et de s'écouter, d'apprendre à s'écouter. Je pense que c'est ce qu'il faudrait dire aux jeunes. Apprenez à vous écouter, à vous découvrir, à tester des choses, à voir ce qui est bon, pas bon pour soi, de prendre confiance en vous, de se détacher du regard des gens. C'est très large, mais... Juste sur cette partie-là, prendre confiance en soi, se détacher du regard des gens. On parlait des traits de caractère. Toi, tu as plutôt une base introvertie. Et pour autant, je te trouve de plus en plus extraverti. Juste pour mettre un élément de contexte, par le passé, tu avais peur même d'appeler pour commander une pizza. C'est encore le cas. Je suis encore pas très à l'aise. Et pour autant, maintenant, tu gères le support de Pharos. Donc, il y a des gens qui t'appellent tous les jours au téléphone, etc. C'est toi qui a organisé en grande partie le festival Limitless. Et quand on était... qui s'est tenu là il y a peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Et donc, pendant tout le festival, t'as interagi avec plein de gens, t'allais t'asseoir aux tables, etc. Tu parlais avec tout le monde. Enfin, comment est-ce que tu as réussi à transformer justement ce côté j'ai peur du monde, j'ai peur des autres à je vais à la rencontre? Ouais, parce que je me sens plus imposteur. Non, mais c'est vrai. J'ai fait un long travail qui est passé par plusieurs lectures, plusieurs livres, notamment les livres de Laurent Gounel que j'adore et que je recommande. Je ne saurais pas vraiment te dire ce qui a vraiment marché, parce que en fait, c'est un tout. C'est une accumulation de lectures, de réflexions, de discussions que je peux avoir avec toi ou même avec ton frère. Souvent, on a des discussions à trois très intéressantes. C'est un mélange de tout. Mais je pense que le point commun, c'est que j'ai cherché à être la meilleure version de moi-même. Et en me cherchant à être la meilleure version de moi-même, j'ai découvert plein de choses qui font que maintenant, je pense que je suis alignée avec la personne que je suis, au fond. Et donc ça, c'est pour la partie rétrospective. Et sur la partie ambition, pro, perso, sport? Mes ambitions pro... Bah maintenant, je pense que j'ai trouvé ce qui me plaisait le plus, notamment grâce à Féroce avec tout ce qui est relation client. Je prends beaucoup de plaisir à vous répondre et à gérer tous les problèmes que l'on peut rencontrer. Enfin, tout. Il n'y en a pas beaucoup, mais... Il y en a énormément. À cause de Chronofresh. Mais non, globalement, pro, c'est que cet écosystème que l'on a créé autour du podcast et pas que, prenne vie. Que ça puisse aider les gens qui nous écoutent, donc que tout ça fructue. J'ai pas plus d'ambition professionnelle que ça parce que j'en ai jamais eu, comme je disais au début du podcast. Familiale, de continuer à ce que notre cocon soit rempli d'amour et de bienveillance et transmettre ces valeurs-là à nos filles.
Et sportif, bah, c'est ce que je disais, le cheval. J'aimerais que le cheval prenne plus de place dans ma vie, dans les années à venir. De rester active aussi. Donc là, j'ai accouché donc, il y a 1 an par césarienne et je m'étais fixée de faire un triathlon dans l'année qui suivait pour me remettre justement en bonne route et bien gainée, bien sportive, bien tonique, même s'il y a encore du travail là-dessus. Mais c'est ce qui permet d'ailleurs... c'est un objectif que je m'étais fixé pour remonter à cheval. Parce que pour monter à cheval, parce que c'est un sport, pour ceux qui ne le pensent pas, mais il faut être tonique et gainé pour bien monter à cheval. Donc, niveau sportif, de continuer en fait à avoir du mouvement tous les jours, à bouger tous les jours, à me fixer des petits objectifs annuels et voilà, de kiffer. D'ailleurs, je me suis même dit que j'aimerais bien que tu m'emmènes faire un trail, un de ces 4. Ok, rendez-vous est pris. Avec grand plaisir. Et justement, sur l'aspect couple, outre l'aspect communication, dont tu as déjà beaucoup parlé, est-ce qu'il y a des routines, des rituels, etc., à ton avis, qui pourront nous aider à continuer à nous aimer, à entretenir notre flamme pour les 10 ans à venir? Bah, c'est ce qu'on s'est dit récemment, parce qu'effectivement, qui dit enfant dit modification du couple, parce qu'on passe de 2 personnes à 3 puis 4. Donc forcément, là, ce n'est plus du tout la même dynamique. Et donc forcément, notre couple a été un peu impacté, dans le sens où on avait beaucoup moins de moments intimes tous les deux. Mais maintenant que les filles sont de plus en plus grandes, bah, c'est quelque chose qui va de nouveau être possible. Et je pense qu'il faut prendre rendez-vous avec son partenaire, entre guillemets. Mais prendre rendez-vous, ça peut être juste on se bloque un jour par semaine, enfin, ou une soirée par semaine plutôt, ou un jour par mois, ou un week-end par mois, j'en sais rien. De la fréquence, ça, c'est c'est très personnel, je trouve. Mais de se garder ce moment-là en se disant, bah, c'est un moment pour nous deux, que ce soit sexuel ou pas sexuel, hein, je parle. Et puis de garder ces moments-là de couple. Et nous, je pense que ce qui fonctionnerait bien, c'est de se faire un week-end par mois ou toutes les 6 semaines, parce que bah, y a une logistique du fait que nous, on n'est pas de famille à proximité, à part ton frère. Mais forcément, quand tu as 25 ans et que tu te retrouves à garder 2 enfants en bas âge, bah je comprends que ce soit pas facile pour lui. Donc, mais effectivement, pour nous, ce qui fonctionnerait, c'est d'avoir un week-end par mois. Parce qu'une soirée, je trouve que moi, en tout cas personnellement, j'ai du mal à vraiment déconnecter et à lâcher prise, parce que je me dis, bah, il y a toujours ce mental qui fonctionne et qui se dit, ah, bah, en rentrant, il y a ça à faire, et puis demain matin, la routine des filles et tout. Donc, de garder des moments de déconnexion, je pense, pour garder ce lien. Et puis des petites attentions au quotidien, une petite caresse, un petit bisou, un petit câlin, un petit je t'aime, un petit mot, un petit post-it caché dans les toilettes, sur le bureau, dans le frigo, avec un petit mot attentionné. Ouais, c'est vrai que, tu vois, il y a plusieurs trucs par rapport à ça, mais déjà, le fait on l'a revécu pour la première fois récemment, là, où on a été juste passer une nuit à l'hôtel. Et on est parti quoi à 16h, on est rentré le lendemain matin à 9h, en plus à 40 minutes de la maison, donc même pas très loin. Donc au final, on s'est juste fait un restaurant, une nuit d'hôtel, quoi. Mais ça nous a fait trop du bien, quoi. Le fait juste de partir de ton quotidien, de ton habitude, de ta maison, ça crée une espèce de refocus sur ton couple. On s'est dit plein de choses, enfin, c'était super. Donc voilà, comme quoi ça peut. Il n'y a pas besoin de partir une semaine en vacances, tu vois. Ça peut être juste l'histoire de 24 heures et ça fait trop du bien. Et sur cette notion des compliments, je pense qu'on a la reconnaissance. Enfin, tu vois, j'ai parlé récemment dans une newsletter du fait que j'avais arrêté d'essayer de me conformer au monde, mais que j'avais créé un monde qui correspondait à ma personnalité. Et, euh, et donc ça veut dire que je me fous un peu du regard des autres, mais pas de tout le monde. Les personnes que j'aime et qui m'inspirent, eux, ont beaucoup d'importance pour moi. Et là, le regard qu'ils portent sur moi, sur mes actions, sur la personne que je suis, euh, est fondamental. Donc, à commencer par toi. Le fait que tu me fasses des compliments de temps en temps, que tu reconnaisses ce que je fais, ce que je suis, tu pourrais dire, bah, il y a déjà plein de gens qui te font plein de compliments, tu vois. Tu as une reconnaissance professionnelle, entrepreneuriale, via le podcast, etc. Et donc, peut-être que t'as pas besoin que je te le dise, mais en fait, je suis désolé, hein, ça me fait plaisir quand vous me laissez des messages, etc. Mais quand toi, tu me dis,
quand toi tu me fais un compliment, quand toi tu reconnais par exemple que je suis super fort parce que j'ai fait, je sais pas, j'ai réussi tel exploit sportif, entre guillemets exploit à mon échelle, hein, ou que j'ai fait tel podcast que tu as adoré, écrit tel newsletter qui était super, ou que simplement tu m'aimes, ou que tu es contente que j'ai fait ceci ou passé, ou fait ceci ou passé ce temps-là avec ma fille, etc. Toutes ces petites choses-là, ces petits détails, euh, ils sont réellement importants à la fois dans notre amour, dans notre couple, mais aussi moi dans ma satisfaction de moi-même, de la personne que je suis. Et je trouve que c'est un truc qu'on fait peu. Tu vois, mais enfin, là je parlais de toi vis-à-vis de moi, mais dans l'autre sens aussi, la reconnaissance de l'autre. Tu vois, tu parlais du repas par exemple et du fait que tu étais super contente que je fasse à manger et que ça te rendait heureuse. En fait, au bout d'un moment, ça devient habituel le fait que je fasse à manger. Et donc potentiellement, tu penses pas à me dire à table, c'est super bon. Je te le dis Non, 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 mais je dis pas que tu le dis pas, mais je veux dire potentiellement, tu pourrais, je devrais utiliser du conditionnel, pardon, tu pourrais oublier de me le dire. Et en fait, je pense que c'est hyper important, c'est facile et c'est vraiment de l'amour facile que tu peux donner. Et donc, et moi, tu vois, j'ai même été jusqu'à me le mettre. Tu sais, j'ai mes systèmes de revue où j'essaie avec des petits trucs que je check en fin de journée pour vérifier que j'ai fait tout ce que je vais faire. Et ça permet de clôturer ma journée. Donc là-dedans, par exemple, j'ai faire un tour sur WhatsApp pour répondre aux messages, traiter terminer de traiter mes mails urgents, écrire un petit mot dans mon journal personnel, machin. Et donc il y en a un, c'est programmer une attention pour ma femme, tu vois. Et je le fais pas pour autant toujours, hein, mais je veux dire, ça m'aide quand même à y penser et je pense qu'il faut que j'y pense plus. Mais c'est vrai qu'on oublie on pointe souvent du doigt les choses négatives et on oublie souvent de dire les choses positives. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on le reprenne, mais c'est vrai qu'on avait une routine mensuelle ou une soirée tous les mois. Ouais, notre rendez-vous de couple. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Bon, avec les filles, le déménagement, il y a eu plein de choses, mais où on parle des choses bien et pas bien, mais des biens aussi, parce qu'on se dit rarement ah bah ça c'était chouette, j'ai bien aimé, ou de se dire les choses correctement. Et puis une autre, pour rebondir sur ce qu'on disait avant, sur comment préserver un peu ce couple, je pense qu'il faut aussi préserver des moments de qualité seul. Ça peut paraître paradoxal, mais par exemple cet été je suis partie une semaine toute seule en Corse. Je t'ai dit bah voilà, j'ai besoin de me retrouver, de me ressourcer. Ça faisait 4 ans que je n'avais pas passé une semaine toute seule. Mais ça m'a fait un bien fou, juste de me retrouver moi avec moi-même, de faire de rythmer ma journée en fonction de mes envies. Et puis je suis revenue là pleine d'amour à donner, que ce soit pour les filles, pour toi. Et puis je vois l'impact que ça a sur le long terme. Et donc je pense qu'il faut se préserver et se réserver des moments seuls pour en fait juste être bien, pour pouvoir donner aux autres. Parce qu'on ne peut pas donner aux autres si on n'est pas bien. Et ça c'est évident. Et d'ailleurs, tu sais, on parlait du contrat tout à l'heure et du fait qu'on avait dit trois soirs on se voyait que 3 fois par semaine. Mais en réalité, aujourd'hui, on vit ensemble. Mais pour autant, on a toujours un peu cette organisation dans le sens où généralement, on alterne une soirée commune où on va regarder un épisode d'une série, jouer à un jeu de société, discuter, ou faire un massage. Ça, c'est un nouveau truc qu'on n'a pas encore beaucoup creusé, mais que j'ai envie qu'on creuse plus. Donc l'idée, c'est que tu masses pendant 20 minutes et puis après, je te masse pendant 20 minutes. Alors, il y a la détente et le plaisir de se faire masser, donc c'est agréable et en plus c'est gratuit. Il y a le côté sensitif quand même, etc. Et puis potentiellement c'est aussi un préliminaire si on veut faire l'amour après. Donc au final, franchement, ça c'est un truc sous-coté, enfin en tout cas moi que je sous-coté, et je trouve qu'il faut j'ai envie qu'on le fasse plus. Mais donc voilà, donc il y a ces soirées communes et puis elles sont à chaque fois intercalées avec des soirées solo où chacun fait ce qu'il veut. Donc moi souvent je lis des livres intellectuels à ce moment-là. Toi souvent tu travailles en fait. Ouais, moi je travaille. C'est plutôt le mercredi. Forcément le mercredi c'est le jour des enfants. Donc souvent le mercredi soir c'est sûr que c'est une soirée solo. Et au début on avait essayé de se mettre un rythme. Le lundi c'est soirée commune, le mardi c'est soirée solo. Enfin de cadrer comme ça. Alors qu'en fait maintenant c'est en fonction. On a des semaines qui se ressemblent pas. Ouais. Et donc en fait maintenant c'est au feeling. C'est ah bah tiens moi ce soir j'ai envie de faire soirée solo. Ça te va oui. Ou on essaye de se dire bon bah non on la fait plutôt demain parce que j'en sais rien à l'agenda fait que. Ou parce qu'on est fatigué, etc. Parce qu'on est fatigué mais on est plus à l'écoute de soi et de se dire bah tiens. Et puis si l'autre, moi des fois ça m'arrive en mode j'avais pas vraiment envie de faire soirée solo, du coup ça m'oblige entre guillemets à me dire tiens qu'est-ce que je vais faire, à réfléchir
Et puis au final, je trouve toujours une activité à faire, de la broderie, des albums photos avec les filles, si j'ai pas envie de travailler par exemple, de lire, plus que ce que je lis le soir. Donc ouais, cet équilibre, je trouve il est bien. C'est pas parce qu'on vit ensemble qu'on est obligé de tout faire ensemble. Non. Que ce soit dans les activités de la journée même ou du week-end et du soir. Et alors, t'as écouté je sais pas à combien de podcasts on est, peut-être 125, mais donc tu les as C'est le 118. 118. Bon, écoute, tu les as tous écoutés. Est-ce que il y en a un ou deux qui t'ont particulièrement marqué? Est-ce qu'il y a des... Ceux de Nicolas Aignan, parce que son histoire personnelle m'a beaucoup touchée, parce que moi-même ayant une relation un peu compliquée avec ma famille, ça m'a beaucoup parlé. Et d'ailleurs, pour revenir à la question de comment je te supporte, je pense que, pour reprendre son image, on est dans le même aquarium, plus ou moins dans le même aquarium. Et c'est ce qui fait que j'arrive à te supporter, parce qu'on on est, on va dire, la même catégorie de poissons. Alors, ça, tu vois, autant j'étais pas d'accord sur le côté hyperactivité, autant là, sur ce côté-là, je suis tout à fait Et donc, d'accord. on a à peu près les mêmes lunettes de la vie. On voit la vie avec de la même façon. Et c'est ce qui fait que je pense que ça match, parce que sinon, je pense que même dans les couples, quand t'as pas les mêmes lunettes, Les mêmes valeurs, déjà. les mêmes valeurs et les mêmes lunettes et la même vision du monde, je pense que ça peut le faire, mais je pense que c'est compliqué. En tout cas, ça sera sûrement pas aussi fluide que si vous êtes vraiment aligné avec la personne avec qui vous êtes. Donc Nicolas Aignan, Paul Landon. D'ailleurs, il faudrait que je le réécoute. Je sais qu'il m'avait beaucoup marqué, mais là, si tu me demandes des learning, je ne saurais pas te dire. Mais je sais qu'il m'avait énormément marqué et qu'il vous a d'ailleurs aussi beaucoup plu. Donc, il faudrait que je le réécoute. André Charbonnier aussi, parce que c'est toujours ce côté de se détacher un peu de la famille, on va dire, de toutes nos croyances limitantes et blessures émotionnelles. Moi, j'avoue que c'est beaucoup les épisodes comme ça que j'aime. Donc, en tête, c'est ceux-là, alors que je les aime tous, quasiment. C'est très rare. Peut-être ceux qui sont très techniques sur le sport, la nutrition, qui sont très intéressants, mais qui me touchent moins. Mais tout ce qui Ouais, forcément, c'est pas toi qui fais à manger. Mais tout ce qui est mindset, clairement, j'adore. Même, tu vois, par exemple, Dr. Uni, celui qui était récent, j'ai adoré. Tu ressors de là avec des trucs très pratiques à mettre en place dans ton quotidien. Donc, non, clairement, ouais, ceux qui m'ont le plus marqué, Nicolas Aignan, Charbonnier, Paul Landon. Tiens, et d'ailleurs, on a oublié de le dire, mais donc tu disais que tu allais avoir 30 ans, on parlait des projets, etc. Tu m'as demandé, et puis c'est quelque chose qui me fait plaisir, de t'offrir pour tes 30 ans une retraite ayahuasca avec Alison. Donc elle m'a dit a priori qu'elle aurait des dates au mois de mars. On pourra planifier ça, et donc ça sera aussi une belle aventure. Ouais, et puis clairement, Limitless a aussi du coup changé ma vie, a changé la tienne, mais a changé en fait la mienne et la nôtre, parce que forcément, comme je te suis là-dedans, et puis c'est vrai que là au festival, le breathwork avec Chloé, c'était incroyable. C'était incroyable. Je lui ai fait un gros câlin d'ailleurs. C'est ce que j'avais envie de faire en sortant de ce breathwork, c'était de la prendre dans mes bras, et j'ai pleuré dans ses bras en faisant un gros câlin. Et j'ai envie de creuser ça aussi un peu plus. Mais c'est vrai que l'ayahuasca, je m'étais toujours dit pour mes 30 ans, ça serait pas mal, suite à ton expérience. Et donc, ça y est, là, en février, j'ai 30 ans. Donc, je pense que, étant une personne très phobique de la mort, je pense comme beaucoup de personnes, mais de façon très exagérée chez moi, parce que depuis que j'ai l'âge de 4 ans, j'ai peur de la mort. Je pense que ça pourrait être une expérience qui pourra m'aider à avancer là-dessus. Je sais pas sur quoi ça t'aidera à avancer, mais en tout cas, je suis convaincu que ça t'aidera à avancer, ça c'est sûr. Et j'ai hâte que tu vives cette expérience, et puis qu'on puisse en discuter. Et d'ailleurs, c'est un truc après que tu l'aies vécu tout seul, parce que je pense que c'est important de le vivre tout seul, j'aimerais bien un jour le faire aussi avec toi, parce que je pense que tu as un tel niveau d'ouverture à ce moment-là, que le fait de le vivre en couple, ça doit être un truc puissant. Franchement, ça doit être un truc hyper puissant. Donc voilà, donc ça sera. Et tu vois, tu parlais plutôt des cycles, d'accepter aussi le temps long. Là, tu vois, d'avoir mis entre parenthèses ta carrière entre guillemets de cavalière de haut niveau, etc. pour te consacrer à ta parentalité. Et voilà. Et donc. Je pense qu'il faut d'abord que tu vives cette expérience toute seule, et puis c'est pas le genre de truc que tu fais non plus tous les mois, donc peut-être qu'on le fera ensemble dans plusieurs années, peut-être que ça sera dans longtemps, tu vois. Et je pense que c'est bien aussi de s'inscrire comme ça dans un temps long, de pas tout de suite
cramer tout ce que tu pourrais faire, tu vois. On parlait des couples tout à l'heure, et puis j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui font tout d'un coup. Ils sortent ensemble, puis 2 ans après, ils se marient, et puis après, ils font des enfants, puis après, ils achètent une maison, etc. Nous, on a quand même fait les choses vachement dans le temps long. Tu vois, on a mis du temps à se dire je t'aime, on a mis du temps à vivre ensemble, on a mis du temps à avoir des enfants. Pas du temps. Et puis, Oui, 5 ans. et tu vois, et peut-être qu'on va se marier l'année prochaine. Au final, on va se marier après 11 ans Mais- de relation, tu vois. Et donc, on achètera peut-être une nouvelle maison. Donc même si on vit ensemble, etc. Mais la vraie maison de notre foyer, peut-être encore, voilà, plus tard. Et je veux dire, le fait d'avoir des projets comme ça et que ça prenne du temps, ben, ça sème aussi plein de petites, de nouvelles étapes, de nouveaux projets qui réenchantent aussi ton couple, tu vois. Parce que pour revenir, il faut pas chercher le point final, parce que souvent d'ailleurs, c'est quand tu tombes en dépression, généralement, si tu cherches juste un objectif, si je prends un exemple concret, tu veux te marier absolument dans ta vie, tu veux te marier, bah, le jour où tu es marié, Ouais. t'es vide de sens. Et souvent, tu as des dépressions post-mariage. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien, je pense, d'avoir une vision. On a une vision sur le long terme, moyen, enfin court, moyen, long terme. Mais il faut pas avoir d'attente. Dès que tu projettes des attentes très précises, généralement, déjà, la vie fait que t'arrives jamais. Enfin, le chemin, il est comme ça, tu vois. Mais faut pas projeter des attentes très précises. On a une vision, on sait où on veut aller. Et surtout, apprécier le chemin et pas chercher l'objectif final. Voilà, en tout cas, je pense qu'avec tous nos projets, toutes nos idées, là j'ai en tout cas déjà une vision de plein de choses qu'on peut faire dans les 10 prochaines années. Et je me dis, tu vois, on a aussi ce projet potentiellement, quand les filles auront entre 8 et 12 ans, d'aller faire un tour du monde en Mm. van, par exemple, ou peut-être pas en van, mais peut-être que pendant un an, comme ça, aller parcourir les routes. Enfin bref, l'avenir me semble plein Non, de mais c'est nouvelles bien. aventures à vivre, à partager, et c'est ça qui est excitant aussi, tu vois. Tant d'un point de vue personnel d'ailleurs que Bah oui, professionnel. il faut avoir des. Que en tant que Il couple. faut se projeter, mais il faut surtout vivre le moment présent, ce qui est très dur. Parce que soit tu es dans le futur, qu'est-ce que je vais faire? Et puis du coup, après, tu repars dans le passé. Ah, j'aurais peut-être pas dû le faire Ouais. comme ça. Mais le moment présent, si tu es trop dans le futur ou trop dans le passé, tu vois, enfin, c'est très Ouais. connecté le passé et le futur. Alors que le moment présent, enfin, c'était une intention de cette année de vivre vraiment, vraiment beaucoup plus le moment présent. Et de le vivre sans me dire, tiens, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Vraiment, on vit ce moment présent. Et je trouve on essaye en tout cas de vivre le moment présent de toi et moi. Ouais, complètement. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé que tu aurais aimé aborder? Euh, Je m'excuse si j'ai pas été très claire parfois. Et moi, je voulais savoir, toi, quel épisode t'as le plus impacté? Waouh. Impossible à dire. Franchement, impossible à dire parce qu'en fait, ils m'ont tous apporté des choses vachement différentes. Et tu vois, on parlait de cette succession de petits pas. Ma vie, elle a radicalement changé à tout niveau, que ce soit ma façon de voir la vie, ma façon de vivre ma vie, ou même enfin, ma vision de mon propre potentiel et de ce que je suis. Donc, mais tout ça, en fait, c'est à chaque fois plein de petits éléments qui se sont accumulés et qui ont fait que, tu vois, tu parlais d'aquarium tout à l'heure, ben, les vitres de mon aquarium, déjà, elles sont 10 fois plus larges qu'avant. Et enfin, voilà. Et donc, ça a eu un impact fondamental sur tout, tu vois, vraiment sur tout. Mais je peux pas dire que c'est un épisode qui a pu se changer, en fait. C'est vraiment l'accumulation de tout, des épisodes, et puis pas que, parce que ça va au-delà des épisodes, c'est aussi, tu vois, parfois j'enregistre un épisode, et puis euh, soit avant pour le préparer, soit après, ça me pousse à vivre une expérience, parce que souvent j'ai envie, je me limite pas à la connaissance théorique. Tu vois, quand quelqu'un me parle d'un type d'alimentation, par exemple d'une diète ou autre, bah, je vais toujours la tester à la maison, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a testé plein de Mm. trucs, plein de types de régimes, plein de protocoles, etc. Enfin, de régimes, entre guillemets, tu vois, pour voir un peu ce que ça faisait. C'est pareil, tu vois, tu parlais de mindset, on a parlé d'ayahuasca, j'ai pu faire le yoga Tumo, on parle de sport, l'alpinisme, le trail, etc. Enfin, à chaque fois, je vais tester les trucs, tu vois. Et plus que, enfin, au-delà des épisodes, les épisodes, j'ai l'impression que ça me donne une forme de terreau de réflexion qui m'ouvre un petit peu mes antennes et qui me donne envie d'aller explorer une nouvelle piste. Et Ouais. puis après, c'est le fait quand même de les vivre qui font vraiment un changement de mindset. Parce que si ça reste juste théorique dans la Oui, mais tête, bah en fait, il y a pas vraiment d'évolution. Donc j'ai l'impression que les podcasts, c'est le support qui nourrit
Et une Ma quête réflexion. d'exploration. Oui. Ma quête d'exploration. Et c'est l'exploration en tant que telle, physique, par le corps, par la tête, par la pensée, qui crée vraiment le Mais ça, changement et le gap, quoi. c'est pour tout, que ce soit des lectures de livres ou de podcasts Bien sûr. ou même si tu vois un psy, parce que je pense qu'on mériterait tous de voir un psy. Mais c'est l'exploration en fait qui fait. Parce que si tu restes dans le théorique, c'est bien beau, mais il n'y a rien qui change. Et c'est de tester, d'apprendre et de tester. Mais outre du coup un épisode, peut-être une rencontre. Alors, outre les Nakama, peut-être que tu mettrais de côté parce que vous avez formé un beau groupe, mais quelle rencontre t'a le plus impacté? Ouais, donc les Nakama, c'est mon groupe d'amis composé de Pierre Dufraisse, notre capitaine, Steph Gentis, Slim, Jérémy Coron. Maintenant, il y a Julius, JB qui nous a rejoint. Et donc, c'est génial parce qu'on est tous hyper complémentaires, passionnés par les mêmes sujets. Donc, tu vois, c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. On vit dans le même aquarium, mais par contre, on est tous des poissons différents. Et donc, on s'enrichit vachement les uns des autres. Et donc, chaque année, on se retrouve une semaine dans un endroit. On loue un grand Airbnb. Et puis, on s'entraîne ensemble, on philosophe, on travaille. Et c'est toujours Une symbiose. extrêmement enrichissant, quoi. Donc voilà, bah, peut-être que ça serait Nicolas Agnon aussi. Parce que je pense que c'est. Tu vois, quand, avec ce chemin, avec Limitless, j'ai commencé à ressentir une forme de tension entre ce que je faisais au quotidien dans mon travail, mes actes, et puis ce que je ressentais, ce que j'avais l'impression de vouloir incarner d'un point de vue personnel dans ma vie. Et en même temps, je trouvais pas de voie de sortie pour, euh, pour aligner les deux et pour solutionner justement cet état de tension. Et, euh, et en fait, Nicolas Agnon, par les podcasts qu'on a enregistrés, puis même par des discussions qu'on a eues en off, euh, très facilement, je me souviens d'une discussion, ça a duré une demi-heure, il m'a juste posé une question, euh, enfin il m'a juste dit deux trucs en fait, tout con. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il faudrait que tu changes dans ta vie, dans ton travail, pour que ce soit du kiff tous les jours. Et l'autre question qu'il m'a dit, enfin l'autre chose qu'il m'a dit, c'est, tu sais, les gens comme nous, on est super fort pour s'engager, mais nul pour se désengager. Pourtant, c'est un droit qu'on a comme n'importe qui d'autre. Et en fait, c'est des trucs qui ont vachement résonné en moi et qui sont arrivés pile au bon moment. Et ça, en fait, tu vois, je disais tout à l'heure que l'ensemble était une succession de petits pas, pardon. Mais cette conversation, ça a duré vraiment une demi-heure. Et en plus, elle arrivait par hasard. Je sais plus, on s'était échangé un message et puis il m'a dit, bah, ça te dit qu'on fasse un call. Il y avait même pas de sujet spécifique à ce call. Mais tu sais, il aime bien faire un Mm. petit check-in en début de truc où tu viens un petit peu avec ton énergie. Puis je lui parlais un petit peu de mon énergie du moment. Puis il m'a dit juste ces deux trucs-là. Et puis je sais pas, tu vois, ça a libéré tout un. En fait, C'était au bon à, moment. à partir de ce moment-là, je me suis autorisé à imaginer ma vie en quittant la startup que je dirigeais. En fait, avant, j'en avais envie, mais pour moi, ça me semblait impossible, donc je m'étais jamais autorisé à imaginer le faire ou comment je pourrais le faire. Et donc, à partir de ce jour-là, j'ai imaginé que ça puisse être possible. Et donc là, toute la nuit, il y a plein de choses qui se sont passées, etc. Dans ma nuit, enfin dans la nuit, ça a généré tout un tourbillon. En fait, ça a amorcé cette vague. C'est comme si tu avais ce courant qui était retenu par un barrage énorme. Tu vois, tu as une rivière, tu as le barrage, tu as toute la pression qui est contre le barrage est bloqué. Et là, paf, il a fait péter le barrage. Et donc là, il y a l'eau qui arrive. En fait, après, ça a encore mis 2 ans peut-être, je sais Oui, plus. Enfin, ça a mis encore beaucoup de temps, tu vois, avant que j'arrive vraiment à m'en ça a été le sortir. déclic. Mais voilà, c'est vraiment ça qui a fait péter le barrage et où je me suis autorisé à devenir vraiment moi-même. Ok, très intéressant. Et tu me posais une question d'un sujet qu'on n'avait pas abordé. C'est juste une petite précision que je voulais apporter sur la question comment je te supporte et tout ça. C'est que je me suis toujours sentie aussi en décalage avec mon entourage ou la société. Donc par rapport à, je fais référence à ta newsletter où tu disais j'ai essayé de me conformer dans un monde et en fait maintenant c'est mon monde que je crée. J'ai toujours eu moi aussi ce décalage-là. Enfin, j'ai toujours ressenti ce décalage depuis que je suis toute petite. Et c'est ce qui fait que je pense que je te supporte et que je trouve que ce soit pas rigide et qu'on soit dans le même mood. C'était une petite précision. Ouais, bah c'est assez chouette au final parce que je parlais de construire son monde, de construire son pays, tu vois, un pays qui nous correspond. Bah, au final, l'un et l'autre, on a construit un peu notre pays. Et, On et, s'est bien euh, trouvé. euh, et d'ailleurs, enfin, tu vois, et d'ailleurs, ça résonne aussi. Je parlais de JB un peu plus tôt. Et ben, c'est un coup de foudre amical. Et au final, il a une copine qui s'appelle Solène. Et
ensemble, on forme un super quatuor. Et tu vois, enfin, naturellement, toi, tu matches super bien avec eux aussi. Et puis, c'est ensemble qu'on a organisé le C'est festival. fluide, Et c'est naturel. voilà, c'est fluide, c'est naturel parce que voilà. Il n'y a pas d'arrière-pensée de ah tiens, si je dis ça, est-ce que ça va être mal interprété? Non, il y a vraiment, c'est fluide. On dit les choses telles qu'elles sont et c'est très naturel. Mais je pense que, comme dirait Docteur Denis, il y a nous et puis il y a les moldus. Je pense que, je pense que vous qui nous écoutez, vous êtes, je pense, dans la même branche, dans le même aquarium que nous. Parce que pour écouter déjà Limitless, il faut être, je pense, quelqu'un d'atypique. Bien sûr. Ma chérie, j'ai très envie d'aller aux toilettes, donc je vais te laisser clôturer ce podcast par un petit takeaway. S'il y avait deux, trois choses que les auditeurs devaient retenir de cet échange, des choses factuelles qui peuvent intégrer, implémenter dans leur quotidien en tant que personne, en tant que couple ou en tant que parent, qu'est-ce que tu pourrais leur donner? Je te laisse leur dire ici et moi j'y vais. Hop. Attends, je te laisse partir. Euh, de façon synthétique, je pense qu'il faut accepter, être dans l'acceptation de toutes les situations. Ça ne veut pas dire être résigné, mais je pense accepter, par exemple, si on est une femme, que la maternité, on va dire, il y a 18 mois compliqués, entre guillemets, les 9 mois de grossesse, les 9 mois après la naissance, d'accepter en fait que c'est un temps dédié à l'enfant et où les passions sont peut-être mis à l'écart, selon les passions, hein, forcément. Moi, c'était l'équitation, donc c'était forcément mis de côté. Donc l'acceptation, garder en tête qu'il faut cultiver sa passion et son jardin, garder des moments pour soi, apprendre à se connaître, à se découvrir, que ce soit par des lectures, des expériences. Je pense que c'est déjà pas mal. Être dans la bienveillance, ça c'est une valeur que j'ai forcément, mais je trouve que quand on est bienveillant envers soi-même et envers les autres, les relations sont beaucoup plus fluides et harmonieuses. Et communiquer. Pensez à la communication, que ce soit d'affirmer des intentions que vous avez, de dire à l'autre ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, de communiquer clairement avec ses enfants, d'expliquer, de leur faire adhérer en leur expliquant pourquoi il y a telle consigne ou telle règle. Et voilà, je pense que c'est une bonne conclusion à tout ça. Et puis, ah oui, une dernière chose, le regard des autres, de se détacher vraiment du regard des autres et comme disait David, c'est pas se boucher les oreilles et des œillères, c'est vraiment se recentrer sur les personnes qui comptent pour nous et de prendre en compte leur avis. Parce que si on part dans tous les sens, ça peut être intéressant si on a un proche qui nous dit eh oh, calme-toi, là, tu fais n'importe quoi. Mais de pas de pas écouter les autres personnes qui nous intéressent pas et qui s'intéressent pas à nous d'ailleurs.